Le président Bizet est en séance et défend un amendement et il va venir dès que possible. Donc, mon intérim sera de courte durée. Et cette audition, M. Delivet me le rappelle, est captée sur Public Sénat. C'est ça ? En direct sur le site Public Sénat. Donc, notre réunion d'aujourd'hui est consacrée à l'extraterritorialité des sanctions américaines sous la forme d'une audition commune de personnalités qualifiées qui vont nous livrer leurs analyses. C'est un sujet auquel notre Commission des affaires européennes a déjà porté une grande attention, notamment dans le contexte des sanctions qui avaient été infligées à BNP Paribas. Notre attention n'a pu être que ravivée par la décision du président américain Donald Trump le 8 mai dernier de retirer unilatéralement les États-Unis de l'accord de Vienne sur le nucléaire iranien. Cette décision a en effet des conséquences stratégiques mais aussi économiques pour l'Union européenne. C'est pourquoi nous avons confié à Philippe Bonnecarrère, qui est à mes côtés, la mission difficile d'approfondir cette question. Parmi les conséquences pour l'Union figurent en bonne place les sanctions économiques et commerciales que les États-Unis ont remises en place. Par l'effet extraterritorial que les autorités américaines entendent leur donner, ces sanctions affectent aussi gravement les entreprises européennes et singulièrement françaises, déjà présentes dans ce pays ou désireuses d'y investir conformément aux règles européennes. Dans ce contexte, notre président, le président du Sénat, Gérard Larcher, a demandé à la Commission des affaires européennes d'organiser cette table ronde en se concentrant sur les mesures que l'Union européenne peut et doit prendre pour préserver les intérêts de ses entreprises. Je remercie donc, mes chers collègues, en votre nom, tous nos invités qui ont accepté de nous apporter leur éclairage sur la question. Alors, Madame Claire Cheremetinski, si j'ai bien prononcé, qui est chef du service des affaires bilatérales et de l'internationalisation des entreprises à la Direction générale du Trésor. À ses côtés, Madame Christine Lepage, qui est directrice de l'international au MEDEF. Madame Karine Desmonnets, directeur de la conformité et du contrôle permanent à la Banque publique d'investissement BPI-France. Et Monsieur Thomas Lenk, qui est ministre conseiller et directeur des affaires économiques et financières auprès de l'ambassade d'Allemagne. Donc, je les remercie d'être présents et de participer à cette audition. Et avant de leur céder la parole pour un propos liminaire, notre rapporteur Philippe Bonnecarrère va nous rappeler les principaux éléments du débat et nous faire part des pistes sur lesquelles il a lui-même travaillé. Donc, il a la parole. Oui, merci, Monsieur le Président. Merci également au Président du Sénat, Gérard Larcher, d'avoir souhaité que nous puissions travailler sur cette question dite de l'extraterritorialité des lois US, qui est un sujet qui est largement débattu aujourd'hui en Europe et bien sûr en particulier dans notre pays. Immédiatement, un point central. Est-ce qu'il existe une solution aux problèmes liés à l'extraterritorialité des lois américaines? Ma réponse juridique va être tout à fait brutale. La réponse est non. Est-ce qu'il existe? C'est une question qui est en fait une question exclusivement politique. Et quelle que soit la créativité juridique que nous pouvons avoir les uns les autres, et je vous assure que nous avons regardé ceci très largement, il n'existe pas de réponse juridique adaptée à la nature de ce problème. Nous sommes réunis sur un volet de la question extraterritoriale qui est le volet des sanctions américaines. Ce sujet ou des sanctions dites secondaires liées au retrait américain du JCPOA. C'est en réalité une question plus large puisque la question d'extraterritorialité, vous l'avez en matière de corruption, c'est probablement le sujet
qui aujourd'hui fait le moins de débats dans notre pays, et sur lequel, me semble-t-il, on y reviendra si vous le souhaitez, les solutions ont été trouvées. Il y a d'autres problèmes d'extraterritorialité avec les conventions fiscales avec les États-Unis, qui sont un problème qui est non solutionné. Et puis il y a des problèmes nouveaux dont la représentante du MEDEF vous parlera très certainement, qui montrent que, je ne dis pas qu'on n'est qu'au début de ce sujet, mais en tout cas qu'il a des ramifications et des évolutions tout à fait considérables. Je vous proposerai en tout cas cet après-midi, sans exclure les sujets plus généraux, de nous consacrer à la question des sanctions américaines, ou plus particulièrement des sanctions dites secondaires. Les sanctions primaires s'appliquent aux US personnes, et le rétablissement des sanctions secondaires, lui, a vocation à être plus large. Alors, en raison des sanctions secondaires dont sont menacées nos entreprises et nos banques, celles-ci se trouvent de facto interdites d'exercer directement ou indirectement toute activité, sous quelque forme que ce soit, sur le territoire du pays frappé par des sanctions prises par les États-Unis, en particulier, bien sûr, en Iran ou en lien avec les acteurs économiques de ce pays. Cet état de fait appelle de notre part des réponses crédibles, des réponses à la fois politiques et des réponses économiques. Comment assurer la protection de nos opérateurs économiques, leur sécurité juridique lorsqu'ils investissent ou échangent des biens ou services dans un tel pays ? Ainsi que le président Simon Sutour l'a rappelé, notre commission, la commission des affaires européennes, m'a chargé il y a quelques semaines d'y réfléchir. J'ai donc échangé sur les différentes pistes possibles avec des spécialistes du droit international économique, avec plusieurs de nos grandes entreprises, avec les établissements financiers, avec les services compétents de nos administrations nationales, et en particulier avec le Trésor quelques jours avant ou quelques jours après la grande réunion qui avait été organisée à Bercy sur ce thème, et bien sûr avec les représentants des institutions européennes. Peut-être un premier point qui n'est pas une surprise pour vous, chers collègues, c'est que cette question est à l'évidence à traiter au niveau européen. Il n'y a déjà probablement guère de solution au niveau européen, mais je suis au moins sûr qu'il n'y a pas de solution au niveau franco-français. C'est donc un sujet que nous devons absolument traiter dans un cadre global européen. Sur ce point, le Conseil, le Service européen des affaires étrangères, les services de la Commission s'emploient à identifier les instruments pertinents, mais leur mise en œuvre est loin d'être aisée. Alors, plusieurs pistes paraissent pouvoir être poursuivies. Alors, il y a une première réponse européenne directe que vous connaissez tous, qui est l'activation ou la mise à jour du règlement dit de blocage de 1996, avec la question aujourd'hui de savoir si on peut aller au-delà et comment. Alors, vous vous souvenez, ou du moins vous avez lu ou pu vérifier que ce règlement est donc né de l'application de la loi dite Helms-Burton sur Cuba, et c'est ce qui a conduit donc au règlement de 1996, dont tout le monde loue l'efficacité, ce qui évite d'avoir à regarder ce qu'il y a dedans, tout simplement parce qu'il n'a jamais eu à être mis en application, puisqu'il y a eu un accord à l'époque entre l'Union européenne et les États-Unis pour ne pas appliquer ces dispositions, ou du moins pour trouver les exemptions vis-à-vis des entreprises européennes. Donc l'activation de ce règlement a été décidée lors du sommet de Sofia. Elle a fait l'objet d'un acte délégué par la Commission du 6 juin, et il a donc été décidé de réactualiser donc ce règlement de 1996. Concrètement, qu'est-ce que cela veut dire ? Cela offre une protection correcte en son article 5 aux opérateurs économiques européens
du moins aux PME, contre l'exécution des décisions américaines sur le territoire européen. En clair, qu'est-ce qu'il y a à l'article 5 ? Il y a l'idée que ce qui est visé dans les annexes, la réactualisation, c'est en fait de rajouter les sanctions secondaires américaines sur l'Iran dans l'annexe de ce règlement de 96. Et le fait d'intégrer cela dans les annexes signifie au titre de l'article 5 que se trouve contraire à ce que j'appellerais un ordre public européen les dispositions de ces sanctions. Concrètement, si une entreprise française ou une entreprise allemande fait l'objet d'une condamnation par un organisme, une institution américaine ou par la justice américaine, il ne sera pas possible d'exéquaturer cette décision. Les juridictions françaises ne pourront pas, ou les juridictions allemandes, ne pourront pas, en application de cet article 5, donner un effet juridique sur le territoire français ou sur le territoire allemand, etc., pour les autres membres de l'UE, de telle manière que nos PME sont objectivement, correctement protégées par cet article 5. Il en est malheureusement tout autrement pour nos grands groupes. Pourquoi ? Parce que nos grands groupes ont des actifs aux États-Unis, ou s'ils n'ont pas des actifs aux États-Unis, ont des capitaux américains dans leur capital, ou s'ils n'ont pas, ce qui serait tout à fait extraordinaire, ce type de capitaux, ils sont au moins amenés à se financer sur le marché international, et se finançant sur le marché international, ils se trouvent effectivement confrontés au poids du marché américain. Et donc, eux, la question de l'exéquatur de l'application en France ou en Allemagne ou dans un autre pays de l'UE est un sujet totalement secondaire. Ils ne peuvent pas se permettre de ne plus avoir accès au marché international des capitaux ou de perdre, confère Total ou Sanofi, pour la partie française, leurs intérêts aux États-Unis. Alors, il existe dans ce règlement de 96 un article 6 dit de compensation des dommages, mais dont personne ne voit comment il pourrait fonctionner, puisqu'il a comme caractéristique de mettre à la charge de l'indemnisation, à la charge de l'auteur de la décision de sanction. Autrement dit, il faudrait que les entreprises françaises agissent en responsabilité contre les États-Unis sur le territoire américain. C'est dire que cette hypothèse est une pure vue de l'esprit et qu'aucune entreprise ne se lancera dans ce type d'opération et qu'elle n'aurait probablement aucune chance de succès. Il pourrait y avoir une hypothèse un petit peu plus intéressante de révision de ce règlement qui irait chercher l'idée de l'effet d'éviction, c'est-à-dire d'ouvrir un droit à indemnisation aux entreprises européennes à l'égard des entreprises qui auraient bénéficié de leur éviction en raison de leur retrait de toute activité économique dans le territoire concerné, soit en l'espèce l'Iran. Il pourrait y avoir une question, pour être objectif, je vais essayer après d'accélérer mon propos pour ne pas trop vous ennuyer et puis pour bien sûr donner la parole à nos invités. Il y a, à mon sens, une question un petit peu différente sur la question de ce que j'appellerais les mesures transitoires, pour utiliser nos formules juridiques classiques. Autant nos entreprises, à mon avis, sont privées de tout recours pour les conséquences de ces sanctions pour l'avenir. Par contre, la question peut être différente pour les investissements qui ont déjà été assurés. Je vais prendre l'exemple de Total qui avait pris la décision d'investir mais qui n'avait pas lancé ses appels d'offres. Il peut y avoir un débat là-dessus. Il peut y avoir aussi un débat pour le groupe PSA. Je pourrais prendre des autres exemples en Allemagne ou dans les autres pays. Pour le groupe PSA qui a très concrètement vendu des voitures en Iran. Que devienne le sort des voitures qui ont déjà été vendues ou des lignes de production qui ont été mises en œuvre dans le cadre d'accords qui étaient parfaitement réguliers à la suite de l'accord de juillet 2015, de l'accord dit de Vienne et de la levée des sanctions dites secondaires. Il y aurait probablement, à mon avis,
une expertise amenée des mesures transitoires, et là je ne suis pas assez fort juridiquement, je vous prie de m'excuser de ne pas être un spécialiste droit américain, d'expertiser les conditions dans lesquelles pourrait être fait un recours aux États-Unis sur le terrain de ce que j'appellerais l'expropriation, au titre de la privation rétroactive d'investissements déjà réalisés par nos entreprises. Deuxième piste de réflexion, le recours à un arbitre international, ou plus exactement, le recours au multilatéralisme. Je m'excuse d'enfoncer pour vous des portes ouvertes, vous connaissez ça par cœur, chers collègues, avec les joies de l'OMC. Alors, le droit international, vous le savez, laisse les États libres de déterminer, lors de l'application extraterritoriale d'une norme, les critères de rattachement qu'ils estiment les plus appropriés. Et là-dessus, je voudrais vous alerter sur le fait que ce sujet de l'extraterritorialité des lois US n'est pas un sujet blanc ou noir. Il peut être présenté comme très noir au regard des mauvaises manières qui nous sont faites par les États-Unis, mais il faut quand même avoir l'objectivité d'admettre que nous-mêmes pratiquons l'extraterritorialité. Il existe d'assez nombreuses dispositions auxquelles notre pays ou l'Europe ont donné un caractère extraterritorial. Pour notre pays, avec la loi Sapin II, qui était la disposition miroir des dispositions américaines en matière de corruption, dans la période très récente, le RGPD est très clairement une disposition extraterritoriale. Et vous verrez en écoutant le MEDEF que les États-Unis ont déjà prévu leur propre extraterritorialité pour répondre au RGPD avec les joies de leur Cloud Act. C'est une espèce de course à l'extraterritorialité entre les uns et les autres. L'extraterritorialité ne nous est également pas inconnue en matière de sanctions, puisque l'Union européenne a adopté des sanctions concernant la Russie ou la Syrie, pour lesquelles nous avons nous-mêmes donné un caractère extraterritorial à ces dispositions. Donc c'est vraiment un sujet ni blanc ni noir, mais pour lequel il devrait exister des arbitres, et pas simplement pour les matchs de Coupe du Monde du football, mais des arbitres, et en particulier, ce serait la vocation de l'OMC, qui, en principe, a apprécié la libre concurrence et a déjà eu à connaître, dans des situations différentes, de l'argument tiré de la sécurité nationale. Sur ce point, il est tout à fait clair qu'il y a un angle d'attaque pour l'Union européenne avec une saisine, à mon sens, nécessaire de l'OMC. Vous savez que ce sujet a aussi ses complexités avec les problèmes du nombre aujourd'hui de magistrats ou de juges dans le cadre du mécanisme dit d'ORD. Par contre, il y a probablement la possibilité d'obtenir de l'OMC un panel qui pourrait être favorable pour nos entreprises. La réserve, vous la connaissez tous, et donc c'est pour ça que c'est un problème politique et non pas un problème juridique. Les États-Unis contestent fortement l'OMC depuis maintenant, et pas simplement depuis l'élection de M. Trump. Notre président de la République s'est à plusieurs reprises exprimé sur l'importance d'une réforme de l'OMC, mais actuellement une saisine de l'OMC. Est-ce que ça va être un point d'appui pour nos entreprises? Très certainement. Est-ce que ça peut être, dans nos relations avec les États-Unis, le dernier clou, pour utiliser la formule que j'ai pu entendre à Bruxelles, qui serait apposée sur le cercueil de l'OMC? À chacun de se faire son appréciation là-dessus. Alors, il existe ensuite une troisième piste de réflexion, qui serait ce que j'appellerais les stratégies de contournement. Alors là, comme tout contournement, c'est intéressant sur l'aspect militaire, les stratégies de contournement. Sur l'aspect économique, c'est un petit peu plus compliqué. Il s'agirait de mettre en place des sources de financement qui ne soient pas susceptibles d'être sanctionnées par les autorités américaines, avec l'appui d'acteurs économiques européens qui n'auraient pas d'intérêt aux États-Unis. Alors, c'est compliqué puisque l'approche américaine de l'effet des sanctions qu'elle décide à l'égard d'un État tiers est particulièrement extensive. Sont ainsi passibles de sanctions non seulement les entreprises qui interviennent directement dans le pays concerné, mais également les banques qui les financent et tous les intermédiaires.
Et suivant une formule qui n'est pas de moi-même, mais que vous pourrez trouver dans beaucoup d'articles ou beaucoup d'ouvrages, le paradoxe veut que les grandes banques européennes, et en particulier les grandes banques françaises, deviennent sur ce type de sujet les agents de service public bénévoles du gouvernement américain et, via les règles de compliance, s'assure que vous n'êtes pas, vous qui êtes leur client, une US person, et s'assure que vous ne faites pas des choses qui seraient contraires au dispositif américain. C'est donc un vrai souci, de la même manière que le recours au dollar est aussi considéré comme suffisant pour justifier que celui qui en fait usage dans une phase quelconque du processus économique soit passible de sanctions. Il faudra en résumé, si on veut travailler sur un contournement, prévoir des circuits financiers ad hoc avec des lignes de crédit en euros et des circuits de compensation hors des États-Unis. Ce qui n'est pas simple et qui pose d'autres problèmes sur lesquels j'avoue ne pas être suffisamment savant et sur lesquels j'aurais besoin de la lecture du Trésor. C'est quand je discute, je ne donnerai pas de nom avec des présidents de nos grands établissements de crédit. Il m'explique que cette idée se heurte à une problématique quasiment constitutionnelle ou institutionnelle qui tient aux conditions de création de l'euro. L'euro a été créé comme un Deutschmark et a donc été créé dans la structuration de la Banque centrale européenne. Le représentant de l'ambassadeur Domlen pourra aussi nous donner, bien sûr, son point de vue. L'euro a été structurellement conçu comme une monnaie de réserve et pas comme une monnaie d'échange. Et en faire aujourd'hui d'abord une monnaie d'échange, quelque part, suppose une évolution de la conception que la Banque centrale européenne se ferait du rôle de l'euro. Bien sûr, il faudrait trouver des établissements financiers qui n'aient pas besoin de se financer en dollars et qui n'aient pas besoin de se financer sur les marchés internationaux. Je ne sais pas si ça existe. Il a été tenté, c'était l'idée de l'Assemblée nationale, de créer les filiales dédiées. Donc, lors de l'examen du budget pour 2018, il avait été proposé à la BPI de créer une filiale dédiée pour laquelle, sauf de ma part, des moyens financiers avaient été prévus au budget de notre pays. Je crois savoir que, vous nous donnerez un petit peu votre sentiment sur la faisabilité d'une telle hypothèse. Même nos banques centrales vont sur les marchés financiers. Alors, il existe une petite marge de manœuvre avec quelques petites banques qui ne sont pas qui sont sous le radar de la BCE et qui n'ont pas besoin de se financer sur les marchés internationaux parce qu'elles ont des capitaux suffisants. Il y en a deux qui sont bien connus en France là-dessus, mais qui, n'étant pas de grands établissements bancaires, ont besoin de fonctions support qui leur sont assurées pour l'une par la BNP, pour l'autre pour Natixis. Et je ne sais pas jusqu'où ces grandes banques accepteront que les banques plus modestes françaises puissent financer des circuits avec l'Iran. Une des observations qui est faite par les entreprises françaises consiste à dire que nos amis allemands ont plus de chance que nous parce qu'ils ont moins de grandes banques et plus de petites banques régionales qui sont sous le contrôle, sous le radar de la Banque centrale européenne et qui n'ont pas besoin de se financer sur les marchés internationaux. Il sera donc important et utile pour nous de savoir s'il y a une sorte de discordance, de concurrence entre entreprises françaises et entreprises allemandes, où les entreprises allemandes trouveraient un financement auprès de leur banque régionale que nous ne sommes pas en mesure de fournir à nos propres entreprises. Il y aurait également beaucoup d'autres hypothèses à évoquer. Je ne vous cache pas qu'il y a beaucoup de fausses bonnes idées qui courent aussi dans ce domaine et qu'après avoir testé, j'ai été amené à abandonner. Donc je ne veux pas être encore plus long en évoquant à côté des bonnes idées éventuelles, les fausses bonnes idées, en espérant que nos interlocuteurs, Monsieur le Président, seront en mesure de nous apporter d'autres bonnes idées, ne doutant pas de la pertinence de leurs observations. En vous remerciant
de votre patience à l'écoute de ce sujet et d'avoir un mauvais rapporteur, puisque je viens vous présenter un rapport sans vous être en mesure de vous donner des solutions, ce qui est absolument inacceptable au regard de la jurisprudence traditionnelle de votre commission. Je risque cela, M. Gattolin. Bon, merci, monsieur le rapporteur. Je vais maintenant donner la parole à Madame Claire Cherementinski, qui, je le rappelle, est chef du service des affaires bilatérales de l'internationalisation des entreprises à la Direction générale du Trésor, et qui va nous indiquer comment cette question est perçue par les autorités françaises et quel est l'état de nos échanges avec nos partenaires européens. Donc, vous avez la parole, Madame. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Je crois que le sénateur Bonnecarrère a déjà tout dit, donc je vais me contenter de faire des remarques pour compléter cette intervention sur autant que possible. D'abord pour dire que donc, le sénateur Bonnecarrère a rappelé la division, la summa divisio dans les sanctions américaines entre les sanctions dites primaires et les sanctions dites secondaires. Les sanctions dites primaires nécessitant un lien, ce que les Américains appellent un US Nexus, un lien, un critère de rattachement avec la juridiction américaine. Les sanctions secondaires, de leur côté, ne nécessitant pas de critère de rattachement pour la personne qui commet l'infraction au régime de sanctions. Mais en revanche, dans leur application, dans l'application des sanctions secondaires, il faut toujours qu'il y ait... Enfin, l'application des sanctions se fait toujours sur des actifs qui sont situés aux États-Unis ou sur... Par exemple, une interdiction d'acheter des biens américains, une interdiction de voyager aux États-Unis, etc., etc. Il faut quand même qu'il y ait un moyen de pression, entre guillemets, sur celui qui va commettre l'infraction aux sanctions secondaires américaines. Et le moyen de pression, il existe dans l'importance du marché américain pour, par exemple, l'acteur économique en question. Vous dire également que la question de l'extraterritorialité, en fait, elle ne se mesure pas uniquement sur le terrain juridique et qu'en réalité, il suffit de la menace, de la possibilité de la menace d'une sanction pour que cela exerce immédiatement un effet de saisissement sur les acteurs économiques. Et donc ça, on l'a vu dès l'élection du président américain, avec des interrogations très grandes, immédiates, sur l'avenir de l'accord avec l'Iran, par exemple. Et donc, on a constaté d'emblée, et avant même la décision de sortie des États-Unis du JCPOA, on a constaté d'emblée un ralentissement des projets des entreprises en Iran. Cette question de l'extraterritorialité, elle est particulièrement aiguë dans la mesure où les régimes de sanctions américains et les régimes de sanctions européens divergent. À partir du moment, enfin, si dans l'hypothèse où les régimes de sanctions américains et européens étaient alignés, on se poserait probablement moins la question de l'extraterritorialité. Et de fait, c'était la situation à l'égard, par exemple, de la Russie jusqu'à récemment. Ça pouvait mettre dans une certaine mesure la situation à l'égard de l'Iran depuis 2015, même s'il subsistait des sanctions dites primaires américaines, du fait, puisque les Américains n'avaient levé que les sanctions liées à la prolifération nucléaire. Donc plus la divergence entre les régimes de sanctions européens et américains est importante, plus la question devient cruciale. De fait, je pense que mes autorités politiques, le gouvernement, le président de la République ont affirmé très clairement leur détermination à justement faire en sorte de limiter l'effet extraterritorial des sanctions américaines. Je crois que, comme le sénateur Bonnecarrère vient de le dire, la question de la limitation des effets extraterritoriaux, en réalité, elle est plus politique que strictement juridique, puisque sur le plan strictement juridique, c'est extrêmement compliqué de trouver la parade. Même si vous avez esquissé quelques pistes, notamment grâce à la révision du règlement de 96, et je pourrais y revenir rapidement. Donc la divergence de nos régimes de sanctions, elle est de plus en plus importante. Par exemple, sur la Russie, avec le vote par le Congrès américain en août 2017 de la loi dite CAATSA, qui a introduit de nouvelles sanctions extraterritoriales américaines sur la Russie, avec la décision plus récente du président Trump de sanctionner un certain nombre d'oligarques russes ainsi que leur participation, qui a d'ailleurs causé
des difficultés considérables, par exemple sur l'entreprise Rusal, qui est un fournisseur majeur d'aluminium pour toute l'industrie européenne, donc avec des conséquences systémiques très importantes, qui ont conduit les Européens, la France avec l'Allemagne et avec d'autres pays européens, à entrer en discussion avec les autorités américaines qui se sont donné un délai pour essayer de trouver une voie de sortie et éviter d'avoir d'emblée des effets absolument systémiques pour l'industrie européenne du fait de la sanction sur Rusal. Donc nous sommes toujours en discussion sur ce point avec les autorités américaines. Deuxième source de divergence entre les régimes de sanctions américains et les régimes de sanctions européens, la sortie évidemment des États-Unis du JCPOA et le rétablissement des sanctions secondaires qui de fait menacent, comme on l'a vu, la pérennité des projets français et européens en Iran, avec déjà les décisions d'un certain nombre d'entreprises françaises et d'entreprises européennes d'interrompre leurs projets en Iran. Donc, concernant la France, ça remet en question la quasi-totalité des activités et des projets d'investissement qui avaient été relancés post-2015 et post-signature du JCPOA dans des secteurs clés tels que l'aéronautique, l'automobile, l'énergie, qui font tous ces secteurs faisant l'objet de sanctions secondaires américaines qui se rétablissent soit le 6 août 2018, soit le 6 novembre 2018 en fonction des secteurs. Par ailleurs, la pérennité des activités dans les secteurs qui ne sont pas sanctionnés, puisqu'il reste des secteurs non sanctionnés, par exemple l'agroalimentaire, la pharmacie. C'était d'ailleurs l'essentiel de nos flux commerciaux avec l'Iran avant 2015, et on avait encore des flux significatifs commerciaux avec l'Iran avant le JCPOA, plusieurs centaines de millions d'euros, voire plus. La pérennité donc de notre commerce, y compris dans ces secteurs qui ne sont pas sanctionnés, est remise en cause par le biais des sanctions ou de la désignation par les Américains de la quasi-intégralité des banques commerciales iraniennes et même de la Banque centrale iranienne. Donc à partir du moment où du côté iranien vous n'avez pas d'établissement de crédit à même de recevoir des paiements, même quand vous voulez commercer dans des secteurs licites du point de vue des régimes de sanctions américains, vous avez un problème. Voilà. Donc là, il y a 2 degrés de difficulté. Il y a l'énorme difficulté des secteurs qui sont sanctionnés directement par les Américains, automobile, énergie, hydrocarbures, par exemple. Mais il y a également, pour les secteurs qui ne sont pas directement sanctionnés, la question de la manière dont on va continuer de pouvoir financer le commerce courant. Alors, donc, face à cette décision, face à ces difficultés, et pour protéger nos entreprises, donc nous sommes, l'administration française, entièrement mobilisée pour essayer de trouver des solutions. Je crois que malheureusement, comme le sénateur vous l'a expliqué, la pierre philosophale est très difficile à trouver. Donc, on teste plusieurs et on agit sur plusieurs leviers. Le premier levier, effectivement, c'est le levier du règlement de 96, du règlement communautaire dit de blocage. Comme on vous l'a expliqué, ce règlement de 96, sa portée était limitée. Alors, elle était d'autant plus limitée que les mesures de portée extraterritoriale contre lesquelles ce règlement était censé protéger les entreprises françaises étaient listées dans une annexe qui n'avait pas été révisée depuis 1996. Cette annexe a été révisée récemment par un acte délégué de la Commission européenne qui devrait rentrer en vigueur normalement, qui doit rentrer en vigueur le 7 août 2018. Donc, par la révision de cet acte délégué, nous avons listé les nouveaux textes juridiques pris par les Américains imposant des sanctions dont on estime qu'elles ont une portée extraterritoriale. C'est le premier point. Ce n'est pas la fin de l'histoire sur le règlement de 96, puisque nous continuons d'essayer de renforcer le dispositif pour le rendre plus opérant, et notamment sur l'article 6, comme le sénateur Bonnecarrère vous l'a expliqué, l'article 6 étant l'article qui prévoit les mécanismes d'indemnisation ou de récupération pour les acteurs qui auraient été sanctionnés sur, c'est la question, comment on peut récupérer un montant d'amende sur des actifs américains, sur des entreprises américaines ou autres. Donc là, cette question est ouverte, mais c'est un terrain de travail encore actif de notre côté que nous essayons de pousser avec d'autres partenaires européens
Peut-être le représentant de l'ambassade d'Allemagne voudra dire un mot sur ce sujet. Deuxième voie de réflexion, deuxième piste de réflexion, essayer de trouver des canaux de financement, ne serait-ce que pour continuer de financer le commerce dans les secteurs qui ne sont pas sanctionnés par les Américains, voire pour être encore plus ambitieux, trouver les moyens de continuer de financer tous les secteurs que nous, Européens, considérons comme légitimes dans le commerce avec l'Iran. Donc la recherche de ces canaux de financement, elle est rendue beaucoup plus compliquée par évidemment le rétablissement des sanctions secondaires, la désignation des établissements financiers iraniens et de la Banque centrale iranienne par les autorités américaines. Et par exemple, mais ça je laisserai peut-être Karine Demonnet, la représentante de BPI, vous en dire plus davantage, le dispositif qu'on avait un temps imaginé pour BPI, clairement, n'est plus opérant. Dans la mesure où le simple fait d'isoler au sein de BPI une poche qui serait de fait sans lien avec les États-Unis ne suffit pas à immuniser BPI contre un risque éventuel, tout simplement parce que BPI devrait trouver des banques correspondantes en Iran, par exemple, qui elles-mêmes seraient désignées par les autorités américaines. Mais néanmoins, donc la réflexion se poursuit sur ce terrain et là également, nous souhaitons avoir une réflexion commune avec nos partenaires européens et donc il y a un dialogue au niveau communautaire qui se poursuit sur cette voie. Je n'ai pas d'éléments précis ou concrets sur lesquels je peux aujourd'hui vous donner des informations. C'est clairement un sujet très compliqué et donc pour le moment nous n'avons pas de dispositif dont on pourrait, que nous pourrions vous présenter. Le troisième volet sur lequel nous travaillons, c'est un renforcement des mécanismes de coordination entre les États membres et de dialogue avec les autorités américaines sur l'élaboration des sanctions et leur mise en œuvre. Et donc, qu'est-ce qu'on entend par ça ? Les Américains parlent d'une voie unie, ont un organisme qui est la porte d'entrée reconnue pour tous les acteurs économiques s'agissant des sanctions, qui est l'OFAC. Nous, Européens, nous avons 28 régimes, avec au sein de chaque État membre potentiellement plusieurs autorités compétentes pour parler de la mise en œuvre des sanctions. Et donc, parfois, il a été fait mention de la possibilité de créer un OFAC européen. C'est un peu un raccourci pour dire qu'on a clairement besoin de se coordonner davantage entre Européens pour parler de manière plus forte vis-à-vis du partenaire américain et être également un moyen de recours pour les entreprises européennes, avec davantage en étant unis au niveau communautaire, potentiellement davantage de poids vis-à-vis des autorités américaines. Et donc, ce mécanisme de coordination, cette coordination accrue, de fait, elle est déjà à l'œuvre, notamment sur le sujet iranien, où les échanges sont extrêmement nourris entre les États membres, et en particulier entre les États membres qui étaient les plus impliqués sur l'accord iranien, c'est-à-dire ce qu'on appelle le E3, c'est-à-dire États-Unis, Royaume-Uni, Allemagne, France, avec le SEAE, donc le service européen des affaires étrangères. Mais naturellement, ce dialogue, il n'est pas exclusif et il s'étend à tous les partenaires communautaires qui sont intéressés. Et par exemple, l'Italie, qui a un flux d'affaires assez conséquent avec l'Iran. Voilà ce que je voulais rajouter. Merci beaucoup. Merci madame. Donc, je vais maintenant donner la parole à madame Christine Lepage, qui est directrice de l'international au MEDEF et qui va nous faire part du point de vue des entreprises françaises. Vous avez la parole. Madame. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur et Mesdames les sénateurs. En tant que représentante des entreprises, déjà, je voudrais remercier le gouvernement et l'administration qui ont été très proactives et rapidement, suite à l'annonce de retrait des États-Unis de l'accord, qui ont réuni les entreprises à Bercy pour les informer de ce qui se passait, des pistes sur lesquelles vous avez travaillé. En parallèle, l'administration a aussi souhaité consulter les entreprises pour avoir leur point de vue sur les mesures qui étaient annoncées. Je dois dire que ces entreprises étaient heureuses de pouvoir s'exprimer. D'abord parce que c'est un sujet de préoccupation depuis longtemps et qu'elles se sentaient très seules jusqu'à présent et elles ne savaient pas tellement qui était leur interlocuteur sur ce thème-là.
Donc ça a été pour elles l'occasion de s'exprimer. Toutefois, elles ont considéré que sur le fond, c'est vrai que les mesures annoncées ne répondent pas à leurs besoins, ne sont pas en tout cas suffisantes, monsieur le sénateur, comme vous le disiez. À court terme, d'abord, il n'y a pas d'effet significatif, et à moyen terme, mais on a quand même des doutes sur la faisabilité et peu d'informations et de visibilité sur ce que prépare la Commission. Un autre sujet, évidemment, qui nous concerne beaucoup, c'est la capacité des pays de l'Union européenne à faire un front commun sur ce thème-là. Donc, dans ce contexte, la réaction des entreprises a été assez attendue. Vous avez bien entendu remarqué beaucoup d'annonces de départ de l'Iran, à contre-cœur, quand même, parce que d'abord, il y a moins de 3 ans que plusieurs centaines d'entre elles étaient revenues en Iran et qu'elles se sentent déjà obligées de repartir. Alors repartir, il y avait quelques espérances d'exemption, bien que le ministre ait annoncé qu'il avait déjà tout au début assez peu d'espoir. Effectivement, les entreprises n'auront pas non plus le temps de voir comment ça va évoluer avant de devoir prendre la décision de partir, les dates étant proches, le 6 août en tout cas pour les premiers secteurs. Et pour reprendre clair ce que vous avez dit, même les secteurs qui sont exclus, que sont l'agroalimentaire et la pharmacie, elles auront des difficultés à se faire financer, pour les raisons que vous avez annoncées. C'est le premier point, mais de toute façon, il reste, bien entendu, même pour ces secteurs non concernés par les sanctions secondaires, il restera les sanctions primaires. Et pour une entreprise plus petite, c'est assez difficile. La due diligence est vraiment lourde pour vérifier si on est concerné ou non par ces sanctions primaires. Quand nous, on pose des questions à l'OFAC, par exemple, sur la définition de transaction significative. Qu'est-ce que c'est qu'une transaction significative? Leur réponse n'est pas précise. Donc, comme vous le savez, c'est l'insécurité juridique qui déteste le plus les entreprises. Et donc, de ce point de vue-là, elles ne sont pas particulièrement servies dans ce contexte. En plus, les économies et les chaînes de valeur sont tellement interconnectées qu'il est assez difficile de faire cette analyse. Alors, j'ai imprimé, avant de venir, un document que vous avez probablement vu. Enfin, j'ai imprimé les 4 premières pages de la liste de l'OFAC des personnes qui sont sous sanction. Il y en a dans 1100 pages, comme ça. Et donc, c'est une liste, tout mélangé, quels que soient les pays sous sanction. Et alors, je trouvais ça assez drôle de le lire, parce que franchement, Claire, qui l'a déjà vu, c'est absolument illisible. Donc, nos entreprises, elles souffrent beaucoup parce que, d'abord, elles ont ce sentiment d'impuissance par rapport aux sanctions. Elles ont un sentiment d'injustice, parce que là, on est vraiment dans un domaine... n'ont rien fait pour se retrouver confrontés à ça. Et puis, finalement, c'est un sujet un peu différent, un peu loin du commerce, mais elles ont beaucoup aimé travailler avec l'Iran. C'était des témoignages qu'on a entendus très, très souvent. Les relations commerciales avec l'Iran ont été agréables, de qualité. Et puis, elles espèrent un retour un jour, mais elles s'inquiètent de devoir partir, c'est un jour de devoir revenir. On ne sait pas dans quelles conditions. Et donc, elles ne sont pas très contentes de quitter leur co-contractant. Pour revenir rapidement aux mesures envisagées par la Commission européenne, on sait déjà, je ne vais pas revenir, vous en avez beaucoup parlé, monsieur le sénateur, et sur ce règlement de 96 réactivé, il y a quand même une position, un point qui nous effraie, c'est que la situation, on espère qu'avec le travail, la situation sera moins contradictoire qu'elle était jusqu'à présent, où on ne sait pas, en tant qu'entreprise, si on est européen compatible, compliant ou US compliant. C'est-à-dire qu'on a un peu le choix, on ne sait pas répondre à cette question. Qu'est-ce qu'on fait si on répond à qui? En fait, à l'injonction de l'Europe ou des États-Unis. Et qu'est-ce qui se passe si une entreprise ne respecte pas ce règlement? Est-ce qu'il y aura des dérogations qui seront délivrées, comme il y a pu y en avoir dans le passé? Sur quels critères? La Commission nous dit qu'on aurait plus d'informations le 6 août, mais donc le 6 août, c'est vraiment le jour où il aura fallu prendre une décision. Est-ce que les sanctions, paraît-il, seront nationales? Est-ce qu'elles seront de type... Est-ce qu'elles seront pénales ou pas? Et donc, quelle sera la nature de ces sanctions? Ça, c'est un point qui nous préoccupe beaucoup. Donc, on a demandé des guidelines à la Commission
On verra voilà, comment ça se passe. Autre point, eh bien, concernant la rénovation du corps du règlement, j'ai appris, merci pour les informations que vous nous avez transmises juste à présent, la Commission avait dit peu de choses, on dit tout est dans le pipe, voilà, mais on n'a pas d'informations, pas tellement de dates, donc on ne peut pas s'appuyer là-dessus pour prendre des décisions compte tenu de la présence dans ces pays. La BEI, bon, canal de financement BEI, on sait maintenant que depuis peu de temps, déjà on se doutait que ce ne serait pas possible, maintenant c'est officiel. Alors, monsieur le sénateur, je suis désolée de ne pas vous annoncer qu'on a de très bonnes idées, mais en revanche, on a des raisons supplémentaires de se dire qu'il faut qu'on en trouve. Et ces raisons supplémentaires, c'est parce que il y a d'autres textes qu'on connaît qui sont à risque sur leur portée extraterritoriale. Vous avez cité le Cloud Act, donc la loi américaine en vigueur depuis le mois de mars 2018 qui permet aux autorités judiciaires américaines d'accéder à des données hébergées par des secteurs américains, quelle que soit leur localisation. Donc, vous avez compris ce que ça veut dire. On peut demander à un serveur basé en France de donner des informations qui sont a priori détenues par une entreprise française, mais qui devront les donner sans passer par les canaux de coopération judiciaire classiques qui sont jugés trop longs. Je m'excuse quelques secondes d'arrêt là-dessus. Nous avons été très fiers, centre européen du RGPD. Nous en avons parlé devant notre commission. Et donc de l'idée, chers concitoyens européens, vos données seront conservées en Europe. Sauf que les Américains se sont dotés du moyen juridique de pouvoir accéder, là aussi avec toujours le même mécanisme de sanction, aux données sur les serveurs européens. Donc il faut un cloud européen. Conclusion, il faut un cloud européen. Ah non, même avec... Ah oui, un cloud act, pas un cloud physique, mais un cloud act européen. Un cloud de l'entreprise, vous revenez. Et de droit européen. Donc ça, c'est une première source d'inquiétude. Une deuxième, c'est la refonte aux États-Unis de ce qu'on appelle le CFIUS, qui est le comité rattaché au Trésor qui contrôle les investissements étrangers sur le territoire américain et qui, alors la réforme est en cours, on ne sait pas encore exactement ce qui sera décidé, mais qui instaure un principe de veto de l'administration US sur des investissements étrangers qui porterait sur des acquisitions d'un pays étranger, sur des entreprises dans un pays étranger, sous le prétexte que ces acquisitions ou ces prises de participation affecteraient la sécurité nationale américaine. Donc vous voyez qu'il y a déjà eu des exemples d'ailleurs, et c'est assez... Là aussi, je m'excuse d'interrompre Madame Lepage, mais ce sont vraiment des problématiques pour nous tout à fait nouvelles. Nous avons un représentant de la République fédérale allemande. C'est sur ces dispositions que se sont appuyés les États-Unis pour exprimer leur opposition au rachat par une entreprise chinoise d'une entreprise de robots allemande. Voilà. Le troisième... Troisième source d'inquiétude, c'est un projet de règlement chinois. Cette fois-ci, on sort des États-Unis, mais sur le contrôle des exportations, qui va obliger les entreprises à demander des licences d'exportation pour exporter un bien de leur territoire dans un territoire qui ne sera pas la Chine, mais qui peut comporter des composants chinois. Il y aura un minimum de composants chinois, mais dans ce cas-là, ça voudrait dire demander une autorisation à la Chine qui, pour donner sa certificat, devra un peu investiguer sur les données de l'entreprise et donc avoir accès à des informations privées. Oui, donc à des données secrètes de l'entreprise. Ça, c'était 3 points de texte qui pourraient être apportés extraterritorial. Autre source d'inquiétude, c'est le risque de durcissement des sanctions en Russie, comme l'a annoncé Paul Ryan. Donc voilà. Et 3e point, c'est quand même cette perte de souveraineté de l'Europe. C'est un très mauvais signal à donner à un moment où il y a un rejet de l'Europe et en plus généralement de la mondialisation. Donc, trouver une solution devient vraiment urgent.
Merci, Monsieur le Sénateur. Merci Madame. Donc maintenant, on attend tous l'intervention de Monsieur Thomas Lenk, qui, je le rappelle, est ministre conseiller et directeur des affaires économiques et financières près l'ambassade d'Allemagne, et qui va nous dire comment cette question est appréhendée en Allemagne, que ce soit du côté des entreprises ou des autorités allemandes. Vous avez la parole, monsieur. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les sénateurs. Tout d'abord, merci d'inviter ici sur cette audition. Je crois que c'est un signe qui est très bien apprécié de notre côté, très bien reçu. On est en face avec un problème qui nous concerne tous. Comme mon ministre des Affaires étrangères a dit il y a 3 semaines, nous sommes dans une situation où nous devons réajuster notre relation transatlantique due à des changements d'environnement, mais aussi à des changements de la politique à Washington. Mais réajuster, ça veut aussi dire qu'il faut, dans certains domaines, trouver un contrepoids à des mesures où notre lignes rouges à nous sont franchies. Trouver ce contrepoids, on peut uniquement ensemble en Europe, et cela présuppose une alliance aussi étroite que possible entre la France et l'Allemagne. Donc c'est un signal très apprécié. Merci. Sur le fond, je crois que je peux dire on partage l'analyse, votre analyse, Monsieur le Sénateur, aussi ce qui vient d'être dit par Mme Chero-Mitinsky et Mme Lepage. Je ne veux pas trop m'arrêter là-dessus. Peut-être quand même dire que le problème de l'extraterritorialité n'est pas nouveau. Même après l'accord avec l'Iran en 2015, on croyait que tout va aller beaucoup mieux très rapidement. Mais les problèmes des entreprises ont persisté. Et une raison, en fait, c'est ce décalage qui a aussi été décrit entre les sanctions et la logique politique des sanctions américaines et européennes. Pour prendre l'exemple de la Russie, de l'Ukraine, au début, c'était très analogisé, mais avec chaque mesure de ce que les Anglais appellent maintenance, donc maintien des sanctions, tandis que les Européens sont contentés de simplement prolonger les délais. Les Américains ont ajouté des mesures, et à un point qu'on peut se poser la question, est-ce que nous suivons toujours la même logique politique? Quel est l'objectif exact des sanctions? Donc ça a accru pour nous la question politique, est-ce qu'on veut suivre à ces sanctions par ce mécanisme d'extraterritorialité qui vient d'être décrit. Dans les derniers mois, le renoncement au JCPOA et les nouvelles sanctions envers la Russie ont accru le problème. Et ça concerne aussi les entreprises allemandes dans un bon nombre d'exemples. Donc, je pose la question, comment nous pouvons réagir? Malheureusement, moi aussi, je n'ai pas la solution clé à vous proposer. Les options sont très limitées. Je suis tout à fait d'accord qu'il n'y a pas de solution juridique. Il faut chercher dans le champ des solutions politiques, des mesures politiques et économiques plutôt. Bien sûr, il reste une solution idéale de premier ordre que les États-Unis renoncent à l'application territoriale, mais à ce moment, c'est assez théorique. Donc, il va falloir chercher de mitiger les conséquences négatives. C'est d'abord un travail des entreprises. Quand on parle de contournement, ils se posent la question comment ils peuvent réduire l'exposition au dollar. Mais bon, c'est très difficile au court terme. Si je parle aux entreprises, grosses entreprises françaises, ici, ils me disent 95%, 90% de leurs projets sont financiers aussi avec la participation de banques américaines. Donc pour eux le choix, c'est très clair. Ils ne vont pas risquer des sanctions américaines pour
au coup de poursuivre leur activité en Iran, par exemple. Sur l'anti-blocking, cette directive, des fois, c'est un peu ridiculisé ou critiqué en disant c'est purement symbolique. Là, nous ne sommes pas tout à fait d'accord. Nous soutenons la mise au point par la Commission et l'entrée en activité jusqu'au 6 août. C'est un signal politique. C'est un signal que nous ne sommes pas d'accord ni sur le fond, ni sur la méthode de certaines sanctions américaines. Et ne pas réagir, ça aurait été le mauvais signal. Donc je crois que ce signal, c'est important. Nous ne donnons pas notre accord tacite. Mais ce qui est aussi important dans un plan un petit peu plus pratique, c'est la transparence qui est créée par cette directive sur la législation et la pratique des pays tiers, donc des États-Unis en l'occurrence. Quand je vois cette liste énorme, il est clair que surtout pour les PME, pour les entreprises de taille moyenne, c'est important d'avoir plus de clarté sur les sanctions, parce qu'il y a aussi cet élément de comment dit-on, de surconformité. Ça, on observe avec nos entreprises et surtout avec les banques. Ils renoncent à tout à faire parce qu'ils ne savent pas trop est-ce qu'ils tombent sur le champ des sanctions ou non. Et, monsieur le sénateur, ça concerne aussi les petites banques en Allemagne. Il est vrai que notre secteur banquier est beaucoup moins consolidé que le secteur bancaire en France, mais aussi les petites banques ont ces préoccupations. Il est vrai que beaucoup de nos PME, le Mittelstand qui exportent, a des liens avec des banques assez petites. Mais la problématique, au fond, je crois que reste la même. Bon, donc ça c'est sur l'anti-blocking. Ceci étant dit, je crois que nous sommes d'accord aussi de penser au-delà, et la France nous a donné certaines idées comment aller au-delà de la directive telle qu'elle est maintenant pour mieux protéger les entreprises. Et je crois que la protection des entreprises doit être dans le focus, pas les sanctions des entreprises. Peut-être c'est intéressant de mentionner que les entreprises allemandes sont confrontées à des obligations légales contradictoires, pas seulement par cette directive, mais aussi par notre législation nationale qui interdit, donc par la loi allemande, qui interdit de participer au boycott d'un autre État. Donc c'est entre le marteau et l'écume. Donc, comment se présenterait ce droit à la protection? Pour l'instant, il faut avouer, ça reste un peu flou. Encore, il semble que ce serait plutôt politique économique, car compte tenu des niveaux de perte en jeu, il ne serait pas très réaliste d'étendre un droit à l'indemnisation, par exemple, à tout le régime des sanctions unilatérales. Je crois que je vais rester là pour l'instant. Peut-être enfin encore souligner ce qui vient aussi dit par la représentante du Trésor, le dialogue avec les Américains. Ça reste clé, ça reste important aussi, un dialogue d'une union qui est une Union européenne qui est unie. Et il est vrai, nous sommes très d'accord qu'il faut renforcer les moyens, les instruments européens pour mener ce dialogue d'une position de très grande unité, ce que vous appelez un OFAC européen ou un renforcement peut-être du service des activités extérieures. Merci. Je voudrais tout d'abord m'excuser, mesdames, messieurs et mes chers collègues, parce que j'ai été un petit peu retenu par un débat, un amendement dans le cadre de la loi littorale qui n'en finissait pas, avec suspension de séance et autres. Et j'arrive à point nommé parce que je pense que vous avez trouvé toutes les solutions. Je suis absolument ravi. Et je donne la parole à Madame Karine Demonnet au nom de la Banque publique d'investissement.
Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Je suis effectivement la directrice de la conformité du contrôle permanent du groupe BPI France. Et depuis à peu près 2 ans maintenant, on a travaillé avec une fierté, mais avec un certain acharnement sur les possibilités de mettre en place, à la demande de l'État français, des solutions de financement pour le compte des entreprises françaises. Pourquoi être allé BPI France? Pourquoi être allé chercher BPI France? Parce que ça ne vous aura pas échappé et ça vous a été rappelé. Certes, les sanctions secondaires américaines avaient bien été levées depuis les accords de Vienne. Néanmoins, les banques, et en particulier les banques françaises, restaient extrêmement frileuses à l'idée de financer des exportateurs français pour le compte des projets en Iran qu'ils envisageaient de conclure. Et ça, c'était bien la grande difficulté et c'était bien un point qui était très difficile pour nos exportateurs français, de faire face à un système bancaire français qui ne leur proposait pas de solution. Alors évidemment, en tant que directeur de la conformité, je vous avoue que je n'avais pas pris le sujet avec un grand plaisir au départ, parce que j'étais moi-même également convaincue que c'était un peu fou de mettre en place un système de financement au profit d'exportateurs français pour des projets en Iran. Pourquoi? Parce que comme tout directeur de la conformité d'une banque, je craignais cette instabilité des sanctions, je craignais l'application des sanctions par les Américains, je craignais ces fameux US Nexus, les liens de rattachement à la réglementation américaine de l'ensemble de nos opérations, quand bien même BPI France n'est pas une banque américaine, n'a pas de licence bancaire aux États-Unis, mais a dans son bilan des dollars, a parmi ses collaborateurs des US personnes, a dans ses systèmes d'information des applications américaines, réalise des déplacements sur le territoire américain qui sont autant d'opportunités pour le législateur américain et pour le département de la justice américaine de venir potentiellement chercher BPI France. Donc à la base, j'étais extrêmement réfractaire. Pour autant, après avoir travaillé d'arrache-pied sur la possibilité de mettre en place un système, nous étions arrivés à la décision de le mettre en place. Et en tant que directeur de la conformité, j'étais plutôt sereine, confortable sur le fait qu'on pouvait le faire. On pouvait le faire, pourquoi? Parce qu'on avait mis en place un système de cantonnement extrêmement robuste au sein de la banque, avec une poche de financement dédiée, parce que évidemment BPI France recrute sur les marchés financiers comme n'importe quel établissement bancaire. Donc nous avons potentiellement des dollars parmi les ressources, parce que aujourd'hui, quand vous recrutez des ressources, vous jouez également sur l'ensemble des devises, et si les conditions de taux sont plus favorables en USD, eh bien vous recrutez en USD. Et à l'époque, nous avions un programme d'émission dont la date d'échéance est depuis terminée, mais nous avions bien des dollars à notre bilan. Par ailleurs, nous réalisons des opérations d'investissement en dollars lorsque nous avons besoin d'investir dans des sociétés qui sont basées aux États-Unis, et nous avons des opérations de change comme, j'allais dire, n'importe quelle banque classique. Donc en mettant en place ce système de cloisonnement, nous luttions contre les sanctions primaires qui, certes, sont imposables et sont opposables aux US personnes, mais également aux non-US personnes dès lors qu'il y a ce fameux US Nexus, lien de rattachement. Pour autant, lutter contre les sanctions secondaires, c'est mission impossible, puisque ça vous a été rappelé, dès lors que les entreprises françaises envisagent de réaliser des opérations dans des secteurs d'activité qui sont visés par ces fameuses satanées sanctions secondaires, elles s'exposent elles-mêmes à des sanctions, que les banques qui participent de manière directe ou indirecte se voient également rattrapées par ce mécanisme de sanctions secondaires. Et puis, il y a une petite spécificité technique en Iran. Lorsque vous envisagez de financer vos exportateurs français par la mise en place de systèmes de crédit export, en fait, vous ne prêtez pas à votre acheteur iranien, en fait, à l'acheteur iranien de votre exportateur français, mais vous faites un prêt à une banque iranienne qui est une correspondent banking et qui va, elle, ensuite prêter à l'acheteur iranien. Et donc, comme ça vous a été rappelé, notamment par Claire, l'ensemble des banques iraniennes, et y compris la Banque centrale iranienne, vont de nouveau être listées par les États-Unis et donc contractualisées avec ces banques. Vous faites
de fait réaliser une infraction à ces sanctions secondaires. Donc le risque que l'on allait prendre, c'était clairement d'exposer BPI France à elle-même ses propres sanctions secondaires et devenir une entité désignée, les fameuses SDN listes. Ce n'était pas une option tenable pour plusieurs raisons. Déjà parce que nous allons sur les marchés financiers et nous recrutons à peu près 20 milliards de dollars sur les marchés, 20 milliards d'euros sur les marchés financiers. Donc vous imaginez bien que dans le budget de l'État, s'il fallait compenser, il y aurait un impact significatif. Par ailleurs, nous avons des investisseurs américains qui souscrivent aux émissions de BPI France, qui achètent du risque France. Nous avons également un tas de relations d'affaires avec un ensemble de partenaires bancaires. Et aujourd'hui, il faut être clair, les banques, elles respectent non seulement la réglementation française et européenne, mais elles respectent les réglementations américaines. On vous demande régulièrement, quand vous êtes un établissement bancaire, de certifier que vous respectez les listes, que vous ne travaillez pas avec des personnes qui sont sur les fameuses listes américaines. Et si vous ne certifiez pas ça, sachez que les opérations s'arrêtent. Vous n'avez aucune force de négociation, il n'y a pas de levier, c'est une clause à prendre ou à laisser. Donc du coup, nous étions quasi prêts. Nous étions en train de finaliser notre dispositif. Tout était passé en gouvernance. Le principe avait été validé. La mise en œuvre opérationnelle était en cours. Lorsque le président Trump a annoncé le 8 mai la réimposition des sanctions secondaires, nous avons donc tout gelé. Le dispositif était mature. Nous étions en train de finaliser nos systèmes d'information, le cloisonnement. Nous étions en train de faire auditer par un auditeur indépendant ce dispositif pour avoir un tampon sur l'étanchéité. Et nous avons dû stopper notre projet. Alors, c'est assez, j'allais dire, frustrant, déplorable, parce qu'on y a beaucoup travaillé, on y a mis beaucoup d'énergie, on était vraiment persuadés que c'était la bonne manière de le faire. Néanmoins, lutter contre l'extraterritorialité, aujourd'hui, ça a été dit, et je ne peux qu'être d'accord avec tout ce qui a été dit, c'est que c'est plus un sujet technique, on n'est pas sur de la conformité, on n'est pas sur du droit, on est sur un domaine politique, j'allais même dire diplomatique, si je dois conclure par un mot, ce que j'ai vécu dans ce projet Iran, vous savez, au départ, quand j'ai appelé mes homologues en conformité dans les autres établissements bancaires, je leur ai expliqué ce qu'on allait faire. Quand on prononçait le mot Iran, il y avait une certaine crispation. C'était un mot interdit, c'était un mot tabou. Oh mon Dieu, BPI France, non, on ne veut pas vous parler d'Iran. Quand j'échangeais avec mes confrères directeurs de conformité de ces grandes banques françaises, ils me disaient... Non, mais sur l'Iran, en fait, on va arrêter de se parler. Nous, on ne parle pas d'Iran. C'est un mot qu'on n'a pas le droit de prononcer. C'est vous dire, vous parliez d'over-compliance. Je suis une fervente défenseur de ma profession, la conformité. Pour autant, oui, l'over-compliance, ça existe. Mais ça s'explique par ce risque, cette incertitude. On ne sait pas comment les Américains vont interpréter le fait. On a peur. Ça a coûté très cher à BNP Paribas. D'autres sanctions sont dans les tuyaux, donc ça appelle à la plus grande prudence. Merci, Madame Karine Desmonnets. Alors, à partir des interventions des uns et des autres, et vous avez vu, ça suscite un certain nombre de questions. Juste, je voudrais rappeler que la Commission des affaires européennes s'était penchée sur cette affaire depuis pratiquement 3 ans. Je remercie Philippe Bonnecarrère d'avoir travaillé la question, parce que ça devient véritablement au fil du temps, avec les problématiques liées au multilatéralisme qui ne sont plus, je dirais, de la faveur des Américains, un vrai problème politique. Et on va essayer d'apporter quelques propositions de solutions. Fabienne Keller, vous voulez... Merci beaucoup à toutes les personnes qui nous ont fait des présentations très, très précises. Je suis beaucoup moins spécialisée que notre rapporteur, M. Bonnecarrère. Je veux dire que c'est très flippant, hein, pour le développement de notre activité à l'exportation dans le monde, parce que s'il suffit d'avoir un salarié US, quelque chose en dollars dans son bilan, ou l'autre critère, c'était... Aller sur le territoire américain. Allez, voilà, avoir des rendez-vous, des échanges sur le territoire américain. Voilà, énormément d'entreprises françaises, même petites ou moyennes, peuvent être concernées. Donc j'avais les questions suivantes. Quel est le risque que nous construisions des réponses? Déjà, on a vu qu'elles sont super compliquées à construire, mais que nous cherchions à construire des réponses, mais que les Américains renforcent des décisions ou prennent de nouvelles décisions.
qui crée un nouvel acte qui met en fragilité à nouveau sur d'autres champs nos entreprises. Deuxième question, je pense qu'on peut être tous d'accord, vous l'avez tous proposé, qu'il faut renforcer l'unité européenne sur le sujet. Mais pourquoi ça ne marche pas? Puisqu'a priori, on peut penser que c'est un cas où, unis, on est vraiment plus fort, parce qu'on représente un marché significatif. Est-ce qu'il y a des divergences d'intérêts? Est-ce qu'il y a simplement une difficulté à harmoniser les agences? Ma troisième question, qui est une proposition, mais peut-être qu'on l'a déjà fait, on ne peut pas prendre une résolution là-dessus, ou enfin faire un appel justement à un travail commun efficace, ou un avis politique, ou voilà. Et enfin, je plaide. Bon, j'ai eu un petit, j'avais la chance d'avoir la BPI à mes côtés. Donc, je plaide comme d'autres, comme beaucoup d'autres, pour un cloud européen, parce qu'on voit bien qu'on est en risque sur nos données, parce que tous les clouds aujourd'hui proposés, et pour tous ceux qui sont geeks, c'est quand même très très commode les dossiers partagés, sauf que il n'y a que des fournisseurs de nationalité américaine. Je vous remercie. Et Monsieur Philippe Bonnecarrère n'a pas fini son rapport, donc en début l'automne, il nous fera des propositions. Jean-Yves Lecomte. Merci. Quand je vous entends, puis sur ces aspects-là, il y a plusieurs niveaux. Il y a d'abord, finalement, bon, là, on travaille sur l'extraterritorialité des lois américaines, mais comme vous l'avez indiqué, finalement, nous l'appliquons sur certaines lois. Nous faisons aussi attention sur certaines technologies à ce qu'elles ne soient pas transmises n'importe comment. Donc finalement, il y a une partie d'extraterritorialité qui peut être considérée comme un peu d'impérialisme qui mériterait d'être combattu, et un autre qui finalement est assez logique, compréhensible, mais qui peut se traiter différemment suivant qu'on est dans un moment où on fait travailler les accords commerciaux et le multilatéralisme, et qu'on doit aborder d'une autre manière lorsqu'on est dans une période où on pressent une guerre commerciale sans merci entre des espaces différents. Dans un cas, on pourrait se dire finalement il y a des sanctions vis-à-vis de certains pays, on les considère comme légitimes, elles font partie du droit international, et à partir de là, on fait converger au FAC, un système équivalent en France. Voilà, on pourrait arriver à des choses de cette nature. Là, je crois qu'on est dans une période complètement différente et qu'il faut complètement intégrer finalement le débat qu'on a aujourd'hui avec le contexte de guerre commerciale qui arrive et la manière dont on doit le traiter. Pas nécessairement qu'en Europe, mais dans l'ensemble de l'espace avec lequel on a finalement des échanges, on est en union douanière, etc. Parce que finalement, ça doit faire partie de ces discussions. Et si on ouvre des échanges avec le Canada, avec le Japon, on doit aussi intégrer ces éléments-là. Donc, moi, j'aurais tendance à dire, est-ce que, au niveau des accords commerciaux, on parle du Japon actuellement, on a parlé du Canada auparavant, comment est-ce qu'on peut faire en sorte que, lorsqu'on a des accords commerciaux, ces aspects-là, finalement, on les gère ensemble? C'est-à-dire qu'on ne découvre pas après que c'est dans l'Union européenne qu'il faut réagir. C'est dans l'espace commercial où on est d'accord pour échanger ensemble, de manière libre, qu'on doit pouvoir traiter ces sujets. Après, je ne pense pas qu'il y ait de solution absolue, parce que finalement, tout le monde va faire un peu d'extraterritorialité à un moment ou à un autre. Mais dans le cas qui nous occupe actuellement et dans le contexte dans lequel on est aujourd'hui, il y a quand même un certain nombre de dissymétries et d'asymétries qui méritent d'être absolument combattues. Moi, je trouve complètement scandaleux que dès lors que vous êtes un chef d'entreprise français et que vous avez fait un déplacement en Iran, vous êtes obligé de vous expliquer complètement sur ce que vous avez fait, sur ce qui vous avez vu, etc., pour pouvoir avoir la possibilité d'avoir un visa pour aller aux États-Unis, et qu'on n'applique pas la réciproque. Ça, c'est quelque chose qui doit être appliqué le plus vite possible. C'est-à-dire qu'on ne doit, c'est pas sorcier en termes de droit, c'est juste une application de la réciprocité. Et deuxièmement, je crois qu'il faut avoir, parce que la question sur les banques, elle est importante. Moi, comme Joël, en tant que sénateur des Français établis hors de France, on constate à quel point cette question de la surconformité qu'appliquent les banques françaises est une difficulté pour nos propres entreprises. Et que ce n'est pas protéger les banques qui devrait être notre priorité c'est continuer à faire en sorte que les banques remplissent leur mission. Et je m'interroge très, très, très nettement sur
la pénalisation de la surconformité. On peut comprendre que les banques soient soumises à des exigences différentes alors qu'elles ont des engagements dans d'autres pays, on ferait la même chose. Par contre, la surconformité, ça devrait être considéré comme un délit. Parce que ce que font aujourd'hui les banques françaises vis-à-vis d'un certain nombre d'entreprises, et je ne pense pas qu'à l'Iran, je pense à d'autres pays, est une vraie difficulté par rapport à la capacité de nos entreprises de pouvoir continuer à fonctionner dans un certain nombre de pays, en Afrique de l'Ouest en particulier, mais partout dans le monde. Et cette réflexion, on doit l'avoir. Merci. Anne-Catherine Loisier. Alors, moi j'ai le sentiment, en vous écoutant, merci d'abord, mesdames, messieurs, que l'extraterritorialité, enfin que le principe d'extraterritorialité est devenu un peu la règle. Voilà. Et dans la poursuite de ce que disait mon collègue, moi je me demande comment on peut, dans ce contexte, établir un nouveau rapport de force, un rapport de force qui serait basé sur la réciprocité. Ce que je ne vois pas comment, de toute façon, enfin vos exposés l'ont bien montré, c'est qu'on n'a pas de mesures pour parer. Et que voilà. Donc est-ce que la solution c'est de rentrer dans une recherche d'équilibre de rapport de force en pratiquant la réciprocité? Et pour rebondir sur la proposition de notre collègue par rapport au CLAD, moi, si j'ai bien compris, même un CLAD européen ne résoudra pas la situation parce qu'il suffira que ce CLAD ait un ressortissant américain parmi ses clients pour tomber lui-même sous le coup. Voilà. Donc, en fait, on n'en sortira pas. Voilà. Donc, je pense que vraiment, pensez-vous que l'on doit rentrer dans une nouvelle ère et dans un schéma finalement de réciprocité des règles pour arriver à essayer de rétablir un certain rapport de force. Merci. Je me permets à mon tour, puisque j'étais un peu absent, de vous poser une question à 3 volets. Quel est l'état d'esprit des entreprises françaises sur le territoire d'Iran, etc. Ça doit être une énorme déception, mais elles sont en capacité de rebondir ou tout simplement de se replier. Le deuxième point, on voit très bien que le règlement de 96, j'en attendais beaucoup plus, et puis quand on le décortique un petit peu, on s'aperçoit que son effet est quand même relativement mineur. Est-ce qu'il ne serait pas possible plutôt de reprendre, je dirais, même si cette structure est aujourd'hui un peu en difficulté, l'OMC, et faire une plainte près de l'organe de règlement des différends. Et puis le troisième point, est-ce que tout ça, ce ne sera pas résolu le jour où, mais ce n'est pas demain matin, ce sera après-demain, et bien on pourra voir en ce qui concerne la monnaie d'échange sur le commerce international, je dirais un rééquilibrage des forces entre le dollar et l'euro, le dollar servant de mémoire à hauteur de 80% des échanges et l'euro simplement aujourd'hui à 20%. Alors ça demandera beaucoup de temps. C'est à peu près les ratios que j'ai en tête, mais peut-être c'est pas tout à fait cela. Voilà. André Gattolin. Merci Monsieur le Président. Oui, merci au rapporteur, notre collègue, tout d'abord parce qu'il suit ce dossier avec intérêt et passion et compétence depuis déjà plusieurs années, et puis pour vos interventions. J'ai l'impression que quand on parle du Cloud Act, j'ai eu l'occasion d'en parler en commission quand il avait été énoncé 2 jours après, c'est pas tout les informations sur un cloud européen. Ce seraient des informations concernant un citoyen ou une société américaine qui pourraient être demandées. Nous ne sommes pas obligés aussi d'y répondre. Il y a un autre aspect aussi qui concerne les contournements. Moi, j'aimerais qu'on m'explique, parce que j'avais rencontré à l'Assemblée nationale, dans le cadre d'une réunion avec les sociétés françaises, en particulier Total et Technip, qui participent à la construction du complexe de Yamal, de la presqu'île de Yamal en Russie, où nous tombons logiquement sous le coup des investissements concernant les sanctions russes. Et quand j'avais dit comment vous vous financez, on m'a dit on a contourné le système, on se finance. Alors la Chine est impliquée, l'Indonésie, la Russie, mais enfin il y a quand même 2 sociétés françaises qui investissent beaucoup à travers de l'équivalent dollar. Alors, c'est ce que m'ont répondu les responsables de Technip qui étaient là et de Total. Alors, j'aimerais comprendre, est-ce que ces techniques existent
de contournement, où tout d'un coup, on ne fait plus des transactions en dollars, mais on trouve un système astucieux. Enfin, est-ce que c'est d'ailleurs une possibilité, là aussi, pour la partie, en tous les cas, financement, de se dire on indexe quelque chose sur le dollar, mais qui n'est pas le dollar, et ça permet... la réponse m'avait singulièrement étonné, je n'ai pas pu en apprendre plus. Peut-être que les gens de la BPI sont au courant de ce type de fonctionnement ou du Trésor. Je vous remercie. Bien, vous avez été interpellé. Peut-être, je vais donner la parole à Madame Chereminski parce qu'elle a quelques impératifs horaires, m'a-t-on dit. Merci beaucoup, Monsieur le Sénateur. Je vais essayer de prendre un certain nombre de questions. D'abord sur la question du risque d'instabilité du régime de sanctions américain et la possibilité que, quand bien même on aurait trouvé une solution, des nouvelles sanctions américaines interviennent et les remettent en cause. Je pense qu'il est clairement avéré, ce risque. Par exemple, si on prend l'exemple des sanctions, du régime de sanctions vis-à-vis de la Russie, on voit que les États-Unis continuent de lister des nouvelles entités, des nouvelles personnes ou des nouvelles entreprises sur leur liste. Et donc, de fait, une entreprise qui entre en relation commerciale de bonne foi avec une contrepartie russe sur la base, à une époque où cette contrepartie russe est considérée comme légitime, y compris du point de vue des régimes de sanctions américains, le lendemain peut se retrouver listé. Voilà. Donc, ce risque, il est tout à fait avéré. Je ne crois pas qu'il y ait de difficultés sur la question de l'unité européenne, notamment sur, par exemple, les sujets iraniens. Au contraire, il y a une grande unanimité de l'Europe, et même au-delà, en réalité, puisque le JCPOA, il avait été approuvé par l'ONU. Et donc, on a en réalité un acteur qui sort de cet accord et qui fait globalement l'unanimité contre lui. Et c'est vrai au niveau européen, et c'est vrai même au-delà de l'Europe. La question, c'est après, c'est pas parce qu'on partage tous le souci et le souhait de préserver cet accord qu'on trouve des résultats, qu'on trouve des solutions qui permettent justement techniquement de continuer d'avoir un commerce normal avec l'Iran, puisque pour l'Iran, évidemment, c'est crucial pour rester dans cet accord, de pouvoir aussi en tirer les bénéfices économiques. C'était un petit peu le deal au départ sur le JCPOA, c'était de mettre un terme au programme nucléaire iranien en échange d'une réintégration de l'Iran dans l'économie mondiale. Voilà. Donc, pour préserver les bénéfices économiques, je pense que tous les Européens souhaitent préserver ces bénéfices économiques, mais voilà, la difficulté reste quand même de trouver la solution. Évidemment, le fait d'être aujourd'hui dans un contexte de guerre commerciale, ça complique le règlement de cette question. D'abord parce que pour certains, et dans un certain nombre de circonstances, il pourrait y avoir des arrière-pensées de nature commerciale au renforcement de certains régimes de sanctions. Ça avait été évoqué par certains congressmen américains au moment du renforcement des régimes de sanctions contre la Russie et la désignation d'un certain nombre d'acteurs, notamment dans le secteur des hydrocarbures. Voilà, donc ça, moi je ne porte pas de jugement sur ce point, mais ce sont des arguments qui avaient été portés dans le débat politique et notamment dans le débat politique américain au moment du vote de la loi CAATSA, par exemple. Clairement, le fait aujourd'hui d'avoir un contexte de tension commerciale, d'avoir un contexte de remise en cause du multilatéralisme commercial, ça rend aussi le règlement de cette question plus compliqué. Par exemple, qu'au milieu des années 90, où l'Union européenne avait décidé d'une part de prendre le règlement de 96, le règlement dit de blocage, et d'autre part de faire un contentieux à l'OMC, ces actions s'étant soldées finalement par un accord qu'on avait trouvé, un accord négocié en marge avec les autorités américaines et qu'on avait trouvé. Et donc, clairement, aujourd'hui, la question est de savoir s'il y aurait un terrain possible de négociation avec les autorités américaines et si le fait de faire un contentieux à l'OMC renforcerait la main des Européens dans cette négociation potentielle. Je crois que le sénateur Bonnecarrère a expliqué que ses interlocuteurs à Bruxelles
avait un point de vue mitigé sur ce sujet. Et la question est de savoir si on ne ferait pas porter un poids trop lourd sur les frêles épaules de l'OMC, épaules fragilisées ces derniers temps, par ailleurs, par toutes sortes de contentieux ou toutes sortes de mesures unilatérales qui sont prises par notamment les États-Unis. Sur la question de la surconformité des banques françaises, et de pénaliser et de savoir comment on peut lutter contre cette surconformité. D'abord, je pense qu'il ne faut pas surpondérer, il faut pas considérer que nos banques, elles ont un comportement fondamentalement différent des autres banques européennes. Je crois que le collègue de l'ambassade allemande l'a souligné. Les banques allemandes, finalement, ont à peu près le même comportement. Les banques européennes au sens large. Et on peut se poser la question de savoir si les banques extra-communautaires qui, avant l'entrée en vigueur du JCPOA, étaient plus actives que nos banques, ou même depuis l'entrée en vigueur du JCPOA, étaient plus actives que nos banques dans les transactions avec l'Iran. Par exemple, est-ce qu'elles continueront de le faire? C'est un peu... on verra. On verra, parce que par exemple, il y avait des banques turques qui étaient actives en Iran. Il se trouve qu'il y a une banque turque qui vient d'être sanctionnée par les autorités américaines pour contravention au régime de sanctions avec l'Iran, avec un dirigeant de cette banque qui est poursuivi aux États-Unis. On a des... Oui, oui, simplement le fait... Mais on sait qu'il suffit qu'ils aillent prendre des banques italiennes, slovaques ou autres, il n'y a pas de problème. On nous dit souvent ça, et puis dans la réalité, quand il s'agit de trouver des exemples concrets d'entreprises qui ont réussi à se faire financer par une banque communautaire, ça devient plus compliqué, et finalement, on ne trouve pas les exemples. Et ce que je voulais juste souligner avec la question des banques turques, vous avez raison. En l'occurrence, peut-être que légitimement les autorités américaines poursuivent les dirigeants de cette banque, mais le fait d'avoir une banque dans un pays donné qui se trouve être sous le coup de sanctions américaines a un effet sur le reste du secteur bancaire du pays considéré. Donc on verra si les banques qui ne sont pas sur le territoire de l'Union européenne continuent comme elles le faisaient par le passé. Par exemple, si vous prenez une entreprise... on prétendait aussi que les banques chinoises étaient beaucoup plus actives pour financer les transactions avec l'Iran. Une grande entreprise chinoise s'est fait sanctionner par les autorités américaines pour non-conformité au régime de sanctions iranien, ZTE, et clairement, je pense que on constate une plus grande réticence des acteurs, y compris des acteurs extra-communautaires. Donc je dis juste ça pour je pense, faire attention. Il faut faire attention au mythe sur le thème. Les banques françaises sont beaucoup plus conservatrices que les banques d'autres pays. Personnellement, je n'en suis pas convaincue. En revanche, ce qui est clair, c'est que, et il n'y a pas besoin de prendre de nouvelles lois pour ça, la loi française prévoit déjà qu'il est interdit de discriminer un client, tout simplement parce qu'il serait ressortissant de tel pays. Donc une banque ne peut pas dire je ne prends plus aucun client de tel pays, tout simplement parce qu'il est ressortissant de ce pays. Ça, c'est de la discrimination et c'est déjà pénalement répréhensible en France. Peut-être je laisserai mes collègues répondre sur les autres questions. Voilà. Merci. Le MEDEF, Madame Lepage. Merci, Monsieur le Sénateur. Je vais commencer avec votre question alors sur l'état d'esprit des entreprises françaises. Mauvais état d'esprit, puisqu'en fait, elles se sentent un peu acculées à quitter l'Iran, avec très peu de temps d'ailleurs pour s'y préparer. C'était attendu, compte tenu des risques qui ont été énoncés depuis le début de cette séance. Elles partent à contre-cœur, d'autant plus qu'elles étaient arrivées depuis moins de 3 ans. Donc, les quelques centaines d'entreprises qui ont recommencé à travailler avec l'Iran partent. Certaines attendaient des exemptions, comme vous le savez, il n'y a plus d'exemptions à attendre. Trop peu de temps pour voir comment les propositions européennes vont évoluer avant la date d'entrée en vigueur des sanctions. Et même pour les secteurs qui sont
qui ne sont pas concernés par l'exemption secondaire, comme l'agroalimentaire et la pharmacie, eh bien, elles ont des problèmes de paiement qu'on a longuement détaillés, et donc ça va être un problème pour encaisser les paiements. Et on en revient quand même à ces sanctions primaires qui sont très effrayantes, il faut le dire, pour les entreprises. On a des exemples, c'est assez vague. On n'a pas de sécurité juridique pour faire clair sur beaucoup de thèmes. On sent un peu, quand on pose des questions à l'OFAC, que tout ça est volontairement vague. Donc vous n'êtes jamais sûr d'en être exempt. Et bien sûr, vous pouvez faire une due diligence par des spécialistes. Ça va vous coûter très cher, ça va vous prendre beaucoup de temps. Et pas 100% de sécurité. Donc en fait, voilà, ça semble vraiment un système discrétionnaire. Ça, c'est pour l'état d'esprit des entreprises, hein, mais vraiment à contre-cœur, elles se replient. Sur le règlement de 87 de la plaide de l'OMC, c'est du long terme. Hein. Nous, en fait, ce que veulent les entreprises, évidemment, ce dont rêveraient les entreprises, c'est du court terme, parce que là, elles sont obligées de partir. Partir, ça veut dire revenir, et revenir, on ne sait pas dans quelles conditions. Soit d'autres entreprises auront pris leur place, mais c'est de moins en moins certain, puisque, comme le disait Claire, maintenant, les pays extra-européens constatent eux aussi qu'ils peuvent subir des sanctions américaines et donc prennent peur. Mais voilà, on ne sait pas quel sera le futur, dans combien de temps et comment sera les co-contractants à ce moment-là. Sur l'unité européenne, qui va avec... alors, madame, les contre-mesures, oui, il peut y avoir, comme on l'a vu, hein, sur les relèvements des taxes américaines, des contre-mesures, de contre-mesures. Ça veut dire c'est une guerre commerciale, donc qui effraie tout le monde. Et pour en revenir quand même à la base des entreprises, l'idée c'est quand même de préserver les flux qui sont réalisés sans problème, et en l'occurrence avec les États-Unis. Hein, si je vous donne quelques chiffres que vous avez probablement en tête, le commerce de biens et de services entre la France et les États-Unis aujourd'hui c'est 120 milliards de dollars. Entre la France et l'Iran, c'est 4 milliards d'euros. Enfin voilà, vous pourrez témoigner de la même façon en Allemagne. Donc les entreprises sont très pragmatiques et elles disent qu'est-ce qu'on préfère. Donc la réponse est assez évidente. Je vous rappelle qu'on a aussi 5000 entreprises françaises qui ont des filiales aux États-Unis. Et voilà, donc on reste très pragmatique par rapport à ça. Et on a, pour continuer sur l'unité européenne, bien sûr des divergences d'intérêts, comme dans beaucoup d'autres sujets, puisque certaines entreprises sont assez peu finalement concernées par les pays sous sanctions. Voilà. Et puis il y a aussi une approche très différente entre des pays du nord de l'Europe et du sud de l'Europe qu'on retrouve un petit peu, mais je pense surtout qu'elles sont moins concernées par certaines sanctions. Voilà. Mais on verra, on ne perd pas espoir, on verra si cette unité européenne, qui nous paraît être vraiment la clé, parce que ce que je disais, monsieur le sénateur, tout à l'heure, c'est qu'il y a quelque chose qui gêne foncièrement, je dirais les entreprises, mais enfin les citoyens français, c'est quand même cette perte de souveraineté de l'Europe et qui joue beaucoup sur la remise en cause justement de l'Europe et plus globalement de la mondialisation. Merci beaucoup. Avant de passer la parole à monsieur le ministre conseiller, Benoît Huré voulait ajouter quelque chose. Monsieur le Président, un débat vraiment très enrichissant, très préoccupant. Merci, chers collègues Bonnecarrère. Merci, mesdames et messieurs, pour cette contribution à notre réflexion. Mais j'ai envie de dire, on aborde les questions avec certaines formes de... On est assez cartésien dans nos réponses, mais on a en face de nous un personnage qui, lui, est tout sauf cartésien, en tous les cas très inattendu. Des sanctions, l'escalade des sanctions, il y en aura chaque fois qu'il aura besoin. Et quand on est à discuter avec ce genre de personnage, je pense qu'il faut qu'on réfléchisse sur le plan d'alliance politique avec un grand P et très large, parce que ces personnes ne respectent que la force. L'Europe, même fédérée, représentera qu'une force limitée.
je pense que finalement, nombreux sont les pays concernés par cette attitude qui est l'expression d'un échec et de vouloir continuer à faire financer son déficit par les autres pays. Pense que les moments qu'on va vivre vont être difficiles. Alors, est-ce que ce sera le sursaut d'un nouvel ordre? Parce qu'on dit on va aller chercher un peu l'arbitrage de l'OMC. Mais l'OMC, pour que l'arbitrage puisse être efficace, encore faut-il que les parties le respectent. Et là, nous avons quelqu'un qui a clairement affirmé qu'il ne respectait pas l'OMC. Donc, il faut vraiment qu'on fasse ce diagnostic, force et faiblesse, et sans doute aller chercher un peu au-delà, chercher au-delà de l'Europe, parce que les affaires se compliquent aussi pour la Chine, elles se compliquent pour la Russie, elles se compliquent pour les pays africains. Voilà, il faut qu'on... Mais c'est un autre travail. En tous les cas, on ne pourra pas faire ce travail sans avoir justement bénéficié approfondi ces approches qui sont les vôtres. Merci. Monsieur le ministre conseiller. Merci, Monsieur le Président. Peut-être 3 points très brièvement sur l'état des entreprises. Je crois tout ce qui vient d'être dit par Madame Lepage peut s'appliquer aussi sur les entreprises en Allemagne. Tant que pour les chiffres, le rapport, les proportions entre les échanges commerciaux avec les États-Unis d'un côté, avec l'Iran d'autre côté, c'est très semblable, et aussi sur le pragmatisme des entreprises qui font le choix selon ces proportions. C'est assez clair. Deuxièmement, sur l'Europe, l'unanimité, oui, je crois aussi qu'elle existe, mais que nous devons travailler pour la tenir, et aussi pour préciser nos réponses à ce défi. Notre ministre des Affaires économiques, M. Altmaier, était à Paris la semaine dernière, à la suite de l'entretien avec le ministre Le Maire. Celui-ci disait qu'il ne faut surtout pas se jouer l'un contre l'autre. C'était dans le contexte des questions commerciales, mais je crois que ça vaut aussi dans ce contexte de sanctions. Troisième point que je voudrais quand même aussi mentionner, c'est le côté Iran, qui, à notre avis, lui aussi a encore du travail devant lui, par exemple vis-à-vis sa coopération dans le groupe d'action financière, le GAFI. Donc il y a aussi des revendications que nous continuons à formuler vis-à-vis nos interlocuteurs en Iran. Merci. Merci beaucoup. Madame Demonnet, BPI France. Merci. À chaque fois que vous prenez la parole, vous me permettez de faire une transition parfaite. Effectivement, je pense qu'il y a un point sur lequel il faut quand même qu'on soit tous honnêtes. L'Iran a encore de grands progrès à faire en matière de conformité. Donc, certes, la décision du président Trump est contestée. Néanmoins, pour avoir fait de nombreuses diligences de conformité dans de nombreux établissements iraniens, je peux vous dire que il y a un marché du travail à prendre pour les compliance officers. Aller dans les banques iraniennes, mettre en place des dispositifs robustes est un doux euphémisme. Donc il faut aussi certainement continuer les efforts, continuer les appels au renforcement des dispositifs en matière de lutte contre le blanchiment, financement du terrorisme, lutte contre la corruption dans le système bancaire iranien, qui est quand même loin d'être aux standards internationaux. Alors j'entends bien sûr la surconformité, mais on peut parler aussi de la sous-conformité. Et je vais me permettre d'attirer votre attention sur le fait que l'une des premières banques européennes à avoir signé un accord avec les Iraniens, c'était une banque danoise qui s'appelle la Danske Bank, qui vient de faire l'objet d'une sanction par son régulateur national parce qu'elle a un dispositif en matière de lutte contre le blanchiment et financement du terrorisme insuffisant. Et alors que l'on négociait, nous, pour le compte de BPI France, nos interlocuteurs, notamment à la Banque centrale iranienne, nous disaient « Mais enfin, Madame Demonnet, ce que vous nous demandez, c'est pas acceptable, c'est beaucoup trop en termes de conformité. Regardez, on a signé avec d'autres pays européens, ils nous ont pas du tout exigé tout ça. »
Alors ça émeut, parce que vous vous dites, est-ce que je suis vraiment une ayatollah de la compliance et est-ce que je suis en train de faire de la surconformité? Pour autant, j'étais persuadée d'être dans mon bon droit et on a tenu bon sur la négociation des clauses de conformité que l'on voulait voir apparaître dans notre accord cadre avec les banques iraniennes et ce sur quoi nous avions finalement obtenu gain de cause. Donc il y a quand même à nuancer le propos, tout n'est pas blanc ou noir. Ensuite, si je reviens sur la position des exportateurs français, bien, qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui? Ils étudient avec grande minutie les secteurs d'activité dans lesquels ils sont, l'impact de la décision du président Trump, les contrats qui ont été signés avant, après la date, les paiements, parce que évidemment, légalement, ils ont le droit de continuer à recevoir des paiements au-delà des dates qui ont été fixées 6 août et 4 novembre. Pour autant, il y a cette grosse incertitude sur comment les flux de paiement arriveront dès lors que les banques iraniennes seront relistées. On parle également de possibilité de déswiftage de la Banque centrale iranienne, alors qu'on est quand même sur un système qui est un système européen. Le système SWIFT n'est pas un système américain et pour autant, on envisage bien de délister, de sortir, de déswifter la Banque centrale iranienne. Donc, il faut aussi qu'on soit cohérents nous-mêmes par rapport à cette réflexion. Les sujets alors il y a des pseudo-monnaies sur lesquelles il y a des flux dont on ne comprend pas bien trop comment ils se passent. En tant que directeur de la conformité, c'est pas quelque chose que je peux prôner. Je ne peux pas vous dire que les voies de contournement qui sont pseudo-conformes ou pas, d'ailleurs, le franchissement de la ligne jaune est souvent réalisé. Donc oui, il y a des opérateurs, il y a des pays, il y a des exportateurs qui ont utilisé des voies de contournement, qui sont passés par d'autres banques établies dans d'autres pays. Je ne suis pas sûre que ce soit la solution à pousser compte tenu de la licéité ou pas des canaux utilisés. Donc une vraie guerre commerciale, oui, qui se joue sur des points techniques. Alors la réciprocité des règles, moi j'adhère totalement, évidemment, je pense qu'on ne peut tous qu'adhérer, mais enfin concrètement ça veut dire quoi? On l'a dit, les régimes de sanctions divergent. Donc quand vous avez un régime de sanctions américain qui s'applique alors qu'il n'y a pas de régime de sanctions européen sur les mêmes secteurs ou sur les mêmes contreparties, comment est-ce que vous voulez appliquer la réciprocité? Il n'y a pas de réciprocité à appliquer, ce n'est pas en contravention au régime de sanctions européen. Donc très bien. Alors, dans ce cas-là, oui, bien sûr, ces mesures de rétention. Alors, on peut effectivement, là, et pour le coup, je peux témoigner, nous avons quelques collaborateurs au sein de BPI France qui sont allés physiquement en Iran, dont moi-même je fais partie, pour faire un ensemble de due diligence in concreto. Aujourd'hui, ces collaborateurs ont de grosses difficultés à rejoindre le territoire américain. Les visas sont refusés. Donc c'est très compliqué, alors que nous y sommes allés pour le compte de l'État français, dans le fonctionnement au nom et pour le compte de l'État français en tant que représentant de la Banque publique d'investissement. Et aujourd'hui, ces mêmes collaborateurs qui doivent aller aux États-Unis pour lever des fonds n'arrivent plus à obtenir leur visa. Donc là, je pense qu'il y a peut-être des messages à passer effectivement sur les canaux diplomatiques pour que... C'est quand même assez surprenant pour le moins, si je reste sur un vocabulaire très nuancé et très politiquement correct. Merci, madame. Quelques impressions de notre rapporteur qui, de toute façon, rendra, je dirais, ses conclusions en octobre. Vraiment très rapidement, en remerciant nos invités pour leur participation aux discussions et l'intérêt tout particulier de leurs interventions. Merci également aux collègues de s'être prêtés au jeu et d'avoir mesuré l'importance des enjeux. On a senti une qualité d'écoute et une qualité d'attention. En conclusion bien modeste et provisoire, Monsieur le Président, il y a pour moi deux sujets distincts. Il y a le sujet, je dirais, purement iranien, avec en particulier les indications qui vous ont été présentées à la fin sur le rôle du GAFI, qui est un sujet compliqué pour les Iraniens qui ont actuellement à l'étude devant leur assemblée qui est le Majlis. Ils ont un système monocaméral. Il y a 4 textes qui sont actuellement en cours d'examen. Et la décision est pour... Ils ont fait des efforts dits de compliance. Ils estiment avoir fait 80% du chemin qui leur a été demandé par le GAFI. Restent les 20 derniers pourcents.
qui pose pour eux des problèmes politiques majeurs. Je vous rappelle aussi qu'ils ont un guide suprême et qu'il faut l'accord du guide suprême pour que les dispositions adoptées par le Majlis puissent être applicables. Et derrière, les deux problèmes sont d'une part le rôle des gardiens de la Révolution, puisque il faudrait trouver, pour que l'activité économique et financière puisse dérouler conformément aux standards internationaux, il faudrait grosso modo qu'il n'y ait pas les gardiens de la Révolution dans le capital des banques iraniennes ou des entreprises iraniennes, puisque les gardiens de la Révolution sont considérés par la partie américaine comme des entités dangereuses. Je mets entre guillemets, puisque bien entendu le point de vue iranien est particulièrement différent. Et puis le problème dans le problème, quand on évoque la lutte contre le terrorisme, ce sont les mouvements financiers avec le Hezbollah. Le Hezbollah est considéré par les Iraniens comme un partenaire naturel de l'Iran, là où d'autres ont une autre classification. Donc vous imaginez les difficultés qu'il y a pour la partie iranienne là-dessus. Mais je pense qu'il faut voir le but de notre table ronde n'était pas d'évoquer la question iranienne, même si elle est passionnante, c'était la question plus générale. Et vous l'avez tous indiqué dans vos interventions, dans vos réactions, c'est très clairement la question de la souveraineté française ou de la souveraineté européenne qui est posée. C'est donc une question politique majeure qui, pour moi, mais là on va directement sur un sujet politique qui ne peut pas être forcément partagé par tout le monde. Pour moi, la seule réponse, c'est dans la poursuite de la construction européenne pour que nous soyons plus forts dans ce domaine, que nous puissions prendre nos décisions plus vite. Alors, il y a des sujets sur lesquels nous sommes en mesure de gérer ce bras de fer. D'abord en rappelant que l'Union européenne est la première puissance économique mondiale. Donc notre problème, c'est de ne pas avoir la puissance politique en relation avec notre puissance économique. Et donc on revient à la question de départ de la construction européenne. Mais il y a des domaines où nous assurons assez bien notre partie de bras de fer avec les États-Unis. J'ai en tête deux éléments, toute la politique commerciale et la politique de la concurrence, sans surfer sur l'annonce aujourd'hui d'une amende supplémentaire pour une grande entreprise, pour un grand GAFA US, pour un peu plus de 4 milliards d'euros, sauf erreur de ma part. Nous gérons cela aussi assez correctement sur le problème des politiques commerciales et des droits douaniers, avec les débats que chacun de vous connaît. Par contre, nous n'avons pas trouvé la solution juridique adaptée sur cette question d'extraterritorialité. On y arrive sur les autres sujets, et notamment sur les politiques de concurrence ou sur les politiques commerciales. Vous avez posé la question de savoir si les Européens sont unis là-dessus. Je pense que si vous nous auriez posé, si on avait eu cette question de débat il y a 2 mois, j'aurais été beaucoup plus réservé. J'aurais été d'autant plus réservé que vous vous en souvenez peut-être, puisque nous sommes ici dans une partie de la salle Clémenceau, mais nous avons eu il y a 2 mois une audition du commissaire Oettinger, qui est certes représentant de la Commission européenne, mais qui est aussi de nationalité allemande, comme chacun le sait, et je l'avais interrogé là-dessus, et la réponse avait été cinglante. Me laissant clairement entendre que c'était un non-sujet et qu'avant de l'embêter avec ça, il valait mieux que je regarde quel était le comportement des entreprises françaises. Je pense que la réponse serait aujourd'hui différente. Ne voyez pas de discourtoisie. Je suis très soucieux et très attentif à la qualité de nos relations avec l'Allemagne. Mais il y a 2 mois, je pense que la partie allemande ne nous aurait pas soutenus, considérant que ces enjeux, c'était les chiffres qui ont été donnés par Madame Lepage sur les volumes d'exportation et que la priorité était aux exportations allemandes. Aujourd'hui, la partie de nos amis allemands voit bien que ceci est remis en cause et qu'ils n'auraient jamais imaginé, comme nous, être traités d'un ennemi et voir la qualité de leur travail réalisé en matière de construction automobile leur être reproché. Donc là, on est dans une situation totalement bouleversée et
je n'écarte pas qu'aujourd'hui, les conditions d'une unanimité européenne soient réunies. C'est peut-être un petit peu plus compliqué avec les États d'Europe de l'Est, avec la problématique militaire que chacun de vous a en tête et leur approche différente sur les questions de défense, mais en tout cas sur l'axe franco-allemand, s'il y a 2 mois, il y avait peut-être quelques doutes sur ce point précis. Encore une fois, il n'y a pas de discourtoisie. Aujourd'hui, je pense que sur cela, les choses sont solides. Et peut-être, sans être trop long et en terminer, vous vous souvenez, chers collègues, des discussions que nous avons eues en commission à de multiples reprises sur les joies du TAFTA et les joies du TIPP, du TTIP. Les centaines de mails que nous avons reçus de gens qui nous ont enjoint que l'Union européenne cesse toute négociation avec les États-Unis au regard des accords de libre-échange absolument horribles qui étaient en train de négocier, seraient aujourd'hui dans une situation grotesque s'ils relisaient ce qu'ils ont écrit à l'époque, en se disant, mais mince, si aujourd'hui on avait justement des accords, même si probablement, comme avec la partie asiatique, M. Trump aurait dénoncé les accords qu'il aurait passés avec l'Union européenne, on voit bien que la vérité d'hier n'est pas la vérité d'aujourd'hui et que les mêmes qui s'emportaient contre les accords envisagés se réjouissent probablement aujourd'hui des succès de l'Union européenne avec le Japon ou autre. Derrière, ce sont bien sûr la capacité de nos sociétés à se réguler, à passer des accords. Donc je ne sais pas si ces temps reviendront, mais en bref, par rapport à tout ce qui a été indiqué, pour moi, en sortant cette fois-ci de toute question technique, la question qui est clé est la question de la souveraineté française ou de la souveraineté française au sein de l'Union européenne ou de la souveraineté partagée entre les Français et les Européens, les Allemands et les Européens. Et je ne vois pas d'autre solution personnellement que de poursuivre la construction européenne et d'aller plus loin. Alors, je sais que je le dis devant des gens qui sont assez convaincus par la nécessité de construire l'Union européenne. Il nous reste à en convaincre quand même un certain nombre de nos concitoyens. Et c'est une joie que nous partageons avec les Italiens, que nous partageons avec les Pays-Bas, et même nos amis allemands s'aperçoivent qu'ils doivent aussi convaincre leurs concitoyens. Donc c'est vraiment un combat commun. Mais voilà, Les élections, c'est plutôt bien de montrer que l'Europe peut agir sur ces sujets Absolument. Qui sont quand même qui remettent en cause notre souveraineté. Ce n'est pas simplement un slogan de campagne, Madame Keller. Bien. Oui, pardon. Oui, alors est-ce que, je ne sais pas, on peut prendre une initiative interparlementaire on laisse, si je puis me permettre... C'est pour la rentrée, on laisse effectivement le rapporteur continuer ses travaux. On peut en profiter pour saluer la qualité de sa réflexion sur le sujet, totalement en phase avec l'esprit et les sensibilités de l'ensemble des collègues de la Commission. Moi, je me réjouis. On avait, c'est à mon avis, il y a 3 ans, on avait soulevé, à l'époque, on n'en parlait pas beaucoup, ce concept d'extraterritorialité des lois américaines. Et malheureusement, on avait vu juste, ça allait devenir un sujet prégnant. C'est vrai que c'est devenu également, en plus, un sujet hautement politique. Alors, on est obligé de s'appuyer sur la technique. Merci, mesdames. Merci, monsieur le ministre et conseiller. C'est extrêmement important. Et l'unité de la 27, on le voit de plus en plus, que ce soit sur le dossier Brexit, que ce soit sur ce dossier-là. On commence à considérer, ou nos partenaires commencent à considérer qu'entre guillemets, l'union fait la force. Vous avez rappelé l'importance du marché unique, premier marché économique mondial, et que cette problématique de l'extraterritorialité des lois américaines, ça fait partie de toute cette palette, je dirais, à côté, du filtrage des investissements étrangers indésirables, parce qu'on doit le répéter sans cesse, l'Europe n'est pas protectionniste, l'Europe est sortie de sa naïveté, je dirais, d'hier, que ce soit à travers également de la propriété intellectuelle, et on a mis beaucoup de temps, et cette maison n'y a pas été étrangère, à la sortie d'un brevet communautaire. On a mis pratiquement 2 décennies, un peu plus de 2 décennies, que ce soit au travers également de la réflexion qu'il y a dans cette maison, je le dis à l'adresse du MEDEF et de vous tous, sur l'état d'esprit que nous avons par rapport aux accords de libre-échange de 3e génération. Et cela,
c'est pas toujours partagé par tout le monde. C'est vrai que la réaction première de nos concitoyens, c'est la crispation, c'est celle de M. Trump, c'est le protectionnisme. Ce ne sont pas des solutions. Et j'avoue qu'on ne cesse de le répéter, plus l'Union européenne pourra conclure des accords de libre-échange dits de troisième génération, plus, avec des principes de réciprocité, et pas n'importe comment, bien évidemment, plus on aura des chances que les normes européennes deviennent les normes mondiales. Et ça, je pense que c'est notre rôle à tous de le dire. Moi, j'avoue que quand je regarde sur les problématiques des échanges avec la Russie et des mesures de rétorsion, etc., et des embargos, ce qui est assez surprenant, c'est que les thèmes ou les matières qui sont l'objet d'embargos, quand on regarde l'évolution des flux commerciaux de l'Europe avec la Russie et l'évolution des flux commerciaux entre les États-Unis et la Russie, il y a des courbes qui s'inversent. Comme par hasard, les flux commerciaux entre les États-Unis et la Russie ne suivent pas une courbe descendante, si vous voyez ce que je veux dire. Donc là aussi, abandonnons notre naïveté. Je sais que l'attitude américaine commence à indisposer la communauté internationale, mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Et il faut qu'on soit dans une attitude proactive. Donc, Fabienne, je te rassure, on va voir comment on peut agir à la rentrée, si tu veux. Et puis, très honnêtement, je regrette, c'est Mme Cheremaski qui l'a dit, parce que malheureusement c'est la vérité, les épaules de l'OMC sont un peu aujourd'hui fragilisées. Parce qu'on a encore un très très bel outil, que ce soit au travers de l'organe des règlements des différends. Je partage, parce qu'on l'a souvent dénoncé depuis pas mal d'années, que les récriminations des États-Unis à l'adresse de la Chine ne sont pas infondées. Le fait d'avoir laissé trop longtemps la Chine penser qu'elle pouvait être encore classifiée comme pays en voie de développement, ceci explique cela, et au fil du temps, on a des distorsions qui deviennent insupportables, si vous voulez. Et moi, je salue, ça n'a pas été facile, le travail qu'a pu faire la Commission et le Parlement européen pour considérer que la Chine n'était pas une économie de marché. Je crois qu'il ne faut pas être dupe. Alors, on est tous ennuyés aujourd'hui dans cette triangulation, parce que ce que les États-Unis reprochent à la Chine, ils ont 1000 fois raison. Par contre, la méthode employée n'est pas la bonne, et ce serait quand même tellement plus, je dirais, rationnel que, entre guillemets, sans vouloir faire de provocation, mais le monde occidental, avec les valeurs qui sont les siennes, eh bien, nous puissions, je dirais, faire front commun pour essayer d'expliquer à nos amis chinois que l'économie de marché, eh bien, il y a des règles, il y a, je dirais, des équilibres à respecter, que la classification de la Chine en tant que pays en voie de développement, ce n'est plus concevable, et qu'il y a une enceinte et une seule où on peut discuter de tout ça, c'est l'OMC. Donc c'est aussi un travail que la Commission des affaires européennes a déjà commencé à faire, mais bon, on attendait de voir un petit peu les positionnements ici ou là. Je pense qu'à la rentrée, on a encore du travail à faire. Monsieur le rapporteur avait une dernière chose à dire. Je vous prie de m'excuser, Monsieur le Président, de vous demander la parole encore 30 secondes. Je suis conscient de la discourtoisie. Dans ce rapport de force, et, bien sûr, en ne changeant pas un mot de tout ce que vous avez indiqué, il serait intéressant que nos collaborateurs puissent vraiment investiguer sur les conditions, je dirais, de fondation de l'euro, pour comprendre pourquoi l'euro n'a pas été structuré comme une monnaie d'échange. Et ça, c'est un vrai sujet en commun avec nos amis allemands, parce que là, c'est devenu un point faible. Et dans le rapport de force avec la partie américaine, il y a une partie, à mon avis, sur laquelle le MEDEF sera beaucoup plus opérationnel que nous ne pouvons l'être. C'est pour analyser je dirais, le rapport de force technologique. L'Europe, l'Union européenne est la première puissance économique mondiale, elle est devant les États-Unis. Par contre, les États-Unis sont convaincus, alors je ne sais pas jusqu'où c'est vrai ou jusqu'où c'est faux, d'être la première puissance technologique. C'est par exemple le cas sur les questions de défense ou sur les questions aéronautiques, en étant convaincu que dans un avion d'Airbus, il y a une part de technologie américaine et que à travers cela, ils embarquent sur une exploitation. Pour moi, ce qui serait vraiment stratégique,
pour moi, c'est un exercice franco-allemand, c'est d'essayer d'identifier quelles sont les technologies européennes qui aujourd'hui sont nécessaires aux Américains, ou, mais ce n'est que la même question exprimée d'une autre manière, quels sont les produits réalisés en Europe qui sont indispensables au bon fonctionnement de l'économie américaine. Je pense que si on arrive à identifier ces éléments, on a une partie de la réponse dans le rapport de force. Peut-être aussi que le résultat de cet inventaire nous sera défavorable. Et il faudra à ce moment-là aussi en tenir compte. Autre chantier, on laissera à nos administrateurs le soin de prendre quelques semaines de vacances avant de s'y pencher, mais c'est vrai que c'est un vrai sujet. Et dans la problématique des rapports de force, rien ne doit être occulté. Ça, la question est très claire. Merci à chacune et chacun d'entre vous. Juste à l'adresse de mes collègues, puisqu'on a été bousculé par le timing, à cause de moi en l'occurrence, sur le groupe de suivi subsidiarité, vous avez regardé, il n'y avait rien de problématique, sauf que le Fonds européen d'investissement stratégique reprend une nouvelle dimension dans le futur cadre financier pluriannuel, et ce sera bien que, le moment venu, on fasse un rapport d'étape, parce que honnêtement, l'effet de levier, toujours à hauteur de 13,5%, nous amène à 650 milliards d'euros sur le prochain cadre financier pluriannuel. C'est quand même pas inintéressant. Donc voilà. Mais au regard de la subsidiarité, pas de problème. Donc vous donnez acte, je dirais, sur ce 20 textes, 25, 20 textes. Merci encore. Merci encore.